Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une partie de l'histoire de vie du docteur Luc Julia. Eh oui, il est docteur. Ce n'est pas un live, même si moi j'ai été en live avec lui, c'est une vidéo. Premièrement, parce que Luc Julia est quelqu'un de relativement occupé. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une polémique dernièrement qui fait que ce live aurait pu être compliqué à mettre en place. Nous avons pu ainsi discuter tranquillement, faire une partie de cette histoire de vie du docteur Luc Julia. Nous avons pu parler de ses débuts dans la Silicon Valley, mais du coup aussi de ce qu'est la Silicon Valley, de comment elle a évolué, de ce qu'elle a créé. Et ensuite, nous avons pu parler de ce qu'est l'IA, quelles sont les évolutions, mais aussi et surtout de toute cette mode autour des LLM, et cela grâce à la vidéo que j'avais fait il y a plus d'un an. Je tiens d'ailleurs à préciser que si j'ai essayé de parler docteur Luc Julia, c'est en réalité pas à cause de cette polémique, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, justement parce que je pense que nous avons des idées qui sont relativement proches et qui correspondent à ce que j'avais mis dans la vidéo et qui correspondent aussi à ce dont je parle dans plusieurs de mes lives. Et cela donne, je pense, au final, un échange relativement intéressant qui apporte des choses, qui éclaircit des choses et qui, je pense et j'espère, va vous intéresser. Si ce contenu, justement, vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, et vous pouvez bien sûr mettre des commentaires, mais attention, je ne voudrais pas que certains commentaires abusifs, non documentés, de personnes qui n'auraient même peut-être pas regardé la vidéo existent. On va essayer d'avoir une modération constructive et respectueuse. Si vous voulez voir les autres contenus qu'il y a sur la chaîne, il y en a plusieurs, il y a toutes les histoires de vie. En fait, celle-là est la 42e, mais il y a du coup 41 histoires de vie avant, de développeurs de jeux vidéo. Souvent, Luc Julia n'est pas un développeur de jeux vidéo, hein, mais il apporte des choses qui pourront, je pense, dans le futur, être utilisées dans le jeu vidéo à plusieurs niveaux. La majorité de ces développeurs de jeux vidéo sont inconnus, mais d'autres sont connus et racontent des anecdotes, des histoires de vie, je pense, comme vous n'en avez jamais vu. Il y a aussi de la vulgarisation sur tout un tas de technologies du jeu vidéo et il y a aussi des lives sur des sujets dans lesquels on fait du développement, on discute, enfin, etc. Voilà, je vous laisse regarder ce live qui n'est pas un live et j'espère qu'il vous plaira. Merci Luc d'être venu sur ce live de cette modeste chaîne liée aux jeux vidéo et pas du tout à l'IA. Et, et ce qu'on va faire, c'est on va faire, je pense, des choses où tu n'es pas habitué, puisque c'est pas forcément justement toutes les conférences que tu fais. On va parler de toi et on va parler un peu d'IA, enfin d'IA, mais d'une autre façon de tout ce que tu fais d'habitude. Donc c'est peut-être sortir un peu de ta zone de confort, mais je pense qu'il n'y a pas de problème de zone de confort en fait. T'es bien partout, j'ai l'impression. Alors, par contre, t'as un problème de voix, mais on va faire avec. Voilà. Oui, bah écoute, bonjour, on y va? Allez, allons-y. Alors, moi, ce que je voulais qu'on fasse d'abord, qu'on discute, c'était surtout la période qui me fascine complètement. C'est de toute la période, en fait, quand tu es arrivé aux États-Unis, en fait, quand tu as commencé à faire tout ce travail aux États-Unis. Pourquoi ça me fascine? Parce qu'en fait, c'est là où tout a été créé, en fait. Tout a été inventé. Tout ce qu'on vit aujourd'hui a été imaginé. Et que ce soit par toi ou par d'autres. Mais malgré tout, cette période-là d'ébullition qui me fascine. Au début, il y avait que des pommiers dans la Silicon Valley. Et puis, il y a eu Intel qui est arrivé. Enfin bon, allez, raconte-moi un peu comment... Je vais te raconter la vraie histoire parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il s'est D'accord. passé plein de choses avant. Et bon, la Silicon Valley officiellement commence dans les années 49, d'accord, juste après la guerre. D'accord. C'est Hewlett-Packard, d'accord. Oui. Hewlett-Packard qui sortent de Stanford et qui installent leur premier truc de radio, je sais plus trop, d'oscilloscope. Et puis bon, ils démarrent leur machin et ça lance vraiment la Silicon Valley. C'est vraiment ça qui démarre le truc. Et il y a eu des vagues successives, plein de vagues successives. Et
Et il y a une période qui était quand même une période super intéressante, c'était ce qu'on appelle la période de Xerox PARC. La période de Xerox PARC, ça date quand même, c'est les années 60, 70. D'accord? Et dans les années 60-70, c'est quand même passé pas mal de choses. Et je recommande donc à tout le monde de regarder un truc absolument extraordinaire, parce que quand tu dis on a tout inventé dans les années 90, en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Doug Engelbart, qui, en 1968, a fait une vidéo qui dure à peu près 1 heure, qui est une vidéo qui s'appelle communément The Mother of All Demos, la mère de toutes les démos. Et quand tu vois cette vidéo, tu pleures. Parce que, en fait, il y a tout. Il y a tout dedans. Donc c'était le début de... Il n'y avait pas encore Internet, évidemment. Hein. C'était ce qui s'appelait l'ARPANET. Donc c'était C'est ça. le network qui était fait par les militaires, hein, d'accord. Donc le gars, il était connecté à l'ARPANET. Il était connecté avec un gars, il était à Stanford, donc là où... bah, c'était mon voisin de bureau après, donc c'est pour ça que je le connais bien, Doug Engelbart. Donc il était à SRI, Stanford Research, et il parlait avec un mec à UCLA. C'est le premier backbone, en fait, de ce qui sera l'Internet plus tard. Donc ça, c'est en 1968. Et donc, on voit sur l'écran un peu ce qu'on voit tout de suite là. 2 fenêtres, vidéo, avec 2 gars. Doug, et puis son partenaire de l'autre côté à UCLA. D'accord? Et en plus, il y a plein d'autres fenêtres. Il y a une fenêtre avec du texte. En fait, c'est pas du texte, c'est de l'hypertexte. C'est-à-dire qu'il peut aller cliquer sur des liens et ça rentre dans les trucs. Et comment il clique? Avec une souris. D'accord? Donc, c'est lui qui a inventé la souris. The Mother of All Demos. Voilà, exactement. Et donc, tu vois Doug, là, tu vois, donc, bon, il y a des paramètres, des trucs compliqués, tu vois, d'informaticien et tout, mais tu vas le voir plus tard, il va commencer à avoir des multifenêtrages. D'accord? Donc, après ça, il va avoir des hyperlinks, donc de la vidéo incrustée dans les trucs. Enfin, bon, c'est un truc de débile mental. D'accord? Et là, il y a tout. Il y a tout. Il y a la communication, il y a machin, bon, vidéoconférence, blablabla. Voilà. Donc, je vous conseille de la regarder, ça dure 1 heure à peu près. C'est une 1h40, ouais. vidéo, ouais, c'est une vidéo extraordinaire. Enfin bon, et Et 1968. donc là, tu étais avec à côté de lui, quoi. Alors, donc, quelques années plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard même, j'étais Il donc avait à quel âge? Sarah, Il avait quel âge à ce... 25 ans. Il avait quel âge à ce moment-là? Là, il était assez vieux, il avait seulement 75 ans, un truc comme ça. D'accord. 70, 75, j'imagine. Il venait de temps en temps, donc toujours à ce bureau-là, et c'était mon voisin de bureau quand j'arrive Trop à fort. SRI, quand j'arrive à Stanford Research. Alors là, je dois dire que bon, ah voilà, tu vois la souris à droite, Ouais, ouais. ici, bon, Il bouge la et, souris. voilà, la souris, et puis tu as aussi une espèce de pad qui n'existe plus là, mais un truc bizarre qu'il avait sur la main droite, il avait la souris, sur la main gauche, il avait un machin bizarre. Bon, bref. Et donc, évidemment, clavier, etc. Donc, tu vois la petite souris qui bouge. Enfin, pour eux, c'était incroyable à l'époque, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il te fait tout un cours là sur la souris, sur le mulot, comme dirait Chirac. Bref. Et donc, moi, j'arrive dans ce labo en 93, fin 93. Et, et donc, j'arrivais du MIT, en fait, où j'avais passé un petit peu de temps. Et là, je me rends compte qu'il y a ce gars qui est là, bon, mais il y a surtout un truc qui s'appelait BCAI. BCAI, c'est Bay comme Bay Area, Bay Area, la baie de San Francisco, et CAI, c'est Computer Human Interaction. D'accord? Mhm. C'est mon sujet. C'est ce que je faisais. C'était ma Oui, c'est ta thèse. thèse, ouais. C'est ta thèse. Et donc, Computer Human Interaction, contrairement à ce que disent des gens aujourd'hui qui ne comprennent rien, le Computer Human Interaction, c'est de l'IA. Il faut que l'ordinateur comprenne ce que tu fais. D'accord? Et donc, il y a de la reconnaissance vocale, Et il va reconnaissance. falloir que, il faudrait qu'on reste en contact parce que il faut que je te parle de sujets là-dedans que j'ai, parce qu'en fait, ouais, on se connaît pas bien, mais on se connaît pas même. Mais une des choses que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai travaillé. Je suis désolé de parler de moi là tout de suite, là, ça fait bizarre, mais Pas de problème. euh, une des choses que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai créé à l'époque de jeux vidéo, j'ai créé une solution qui s'appelait Menu Master qui permettait de faire les interfaces des jeux vidéo. Et en fait, j'ai quasiment fait de la recherche fondamentale en trouvant de nouvelles méthodes pour faire ces interactions de menus, qui étaient très simplifiées pour les menus et qui permettaient en fait aux graphistes directement de faire les interfaces, qui étaient beaucoup plus efficaces que si c'était un codeur qui faisait le truc.
Euh, et pour moi, c'est la recherche fondamentale. J'ai essayé d'en parler à des chercheurs, machin, et ils ont rien compris ce que j'essayais d'expliquer. Euh, et je pense qu'il faudra en parler. Et plus tard, j'ai travaillé sur le 3D Roader, qui est un device, bref, il est quelque part, qui est en fait un plateau qui permet de se déplacer en réalité virtuelle. Pour moi, c'est pareil. Ça, c'est aussi l'interface utilisateur, avec les pieds, hein, en étant assis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah écoute, Donc oui, c'est bah, la même chose que ça. J'ai tout un truc là-dessus. Donc franchement, il y aurait des choses super intéressantes à discuter là-dessus. ah bah, il y a des trucs super rigolos parce qu'en fait, bon, dès que tu commences à avoir un ordinateur qui va saisir les signaux, alors pas forcément la souris, parce que la souris, c'est pas tellement naturel, mais quand tu vas pouvoir commencer à communiquer avec un ordinateur à travers la voix, à travers les gestes, à travers, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur est obligé de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est la reconnaissance faciale, la reconnaissance des gestes, la reconnaissance de la parole. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. D'accord? Et c'est ce qu'on faisait donc. Parce que l'intelligence artificielle, elle n'a pas commencé en 2022 non plus, hein, comme Oh ben certains non, non, pensent. non, mais ça Elle fait a ça commencé en 60 ans. 1956 officiellement. Tiens, Et puis voilà les son pote. Français ont fait beaucoup de choses. Beaucoup, Ouais, beaucoup voilà de choses. son pote à Los Angeles, tu vois, dans une fenêtre qui apparaît là. Bon, enfin, encore, En c'est vidéo? incroyable ce machin. C'est de la Ouais, vidéo? ouais. Donc, mais bref. Donc voilà, donc j'arrive là-dedans, et puis donc il y a ce truc bécaille. On me dit tous les mois, le deuxième mardi du mois, il y a des mecs qui se rencontrent, qui parlent de Computer Human Interaction. Et je dis: «Ah bon, c'est bien, ouais, d'accord, je vais y aller», et c'était à Xerox PARC justement, donc l'endroit où a travaillé Doug, parce qu'il travaillait entre le Stanford et Xerox, et donc là, j'arrive, alors le Xerox PARC, pour un informaticien, c'est un truc mythique parce que Ouais, c'est ouais, aussi ouais. là où ont été inventées les imprimantes, les machins, les scanners, les trucs avec Xerox, quoi, tu vois? Xerox, la grande époque, donc encore une fois, c'est années 60-70. Et alors le lieu est moche, hein. C'était des immeubles qui sont les immeubles des années 60-70, effectivement, donc moches. J'arrive dans cet amphi, l'entrée est moche, mais l'amphi lui-même est grand, tu vois? Et tu vois dans l'amphi, en bas, quand j'arrive la première fois, ce mardi soir, je vois en bas de l'amphi tous les mecs que je citais dans ma thèse. Ils sont là, Oh, c'est bon ça. discuter. Ils sont en train de discuter, les gars. Et puis, alors, ils sont tous dans des boîtes différentes, tu vois. Ils sont bon, chez Xerox, chez Microsoft, non, pas chez Apple. Apple participe pas à ça, ouais. Bon, parce que c'était Apple, ils savaient tout déjà. Mais bon, donc toutes les boîtes étaient là, les startups, donc qui commençaient aussi à être de plus en plus présentes dans les années 90. Et donc, tous les mecs, ils sont là à discuter. Alors, ils sont pas en train d'échanger des secrets industriels, tu vois. Mais ils échangent sur un thème particulier chaque mardi soir, enfin chaque mardi du mois. Et sur ce thème, ils font avancer le public. Et ils parlent entre eux. Ils échangent des trucs, ils sont excités. C'est des mecs, ils ont 60 ans, et ils sont excités comme des puces, tu vois. Et moi, j'arrive là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi? C'est Silicon Valley. L'Amérique, pour moi, j'étais arrivé depuis quelques temps, puisque j'avais été donc, sur la côte Est avant. T'es Mais arrêté, t'es arrivé un petit peu avant, ouais. Combien d'années ouais, avant? mais l'Amérique, si tu veux, pour moi, c'était l'individualisme, tu vois? C'était le truc que tu partages pas. Tu es égoïste, tu fais, Research Center. et la vallée, c'était exactement le contraire. Et c'est toujours d'ailleurs, et c'est pour ça que j'adore cette Hmm. vallée. La vallée, c'est le contraire. C'est un endroit de partage, un endroit où il y a des mecs qui viennent du monde entier, tu vois, pour faire des trucs différents. Pour faire en fait la même chose, mais avec des prismes différents, culturellement, machin et tout ça. Et donc c'est pour ça que tu as plein d'étrangers, tu as une majorité d'étrangers, hein, dans la Silicon Valley. Et voilà, Park, donc Xerox Park. Ouais, ils ont fait plein de trucs, enfin, c'était incroyable ce truc-là. Donc cette Silicon Valley, c'était vraiment cet endroit de partage que j'ai découvert à ce moment-là. Effectivement, après, quand on a fait, donc là, dans les années 90, alors je travaille au SRI, je travaille d'abord dans AI Center. Donc il y avait déjà un AI Center. Donc je travaillais dans l'AI Center, hein, Artificial Intelligence. Donc j'ai fait un tout petit peu d'intelligence artificielle à l'époque déjà. Et après, je rentre dans le Speech Lab. Parce qu'il y avait un truc qui s'appelait le Star Lab. Speech, Technology and Research. Star Lab. Et donc je rentre dans ce truc-là. Et puis bon, avec mon ami Adam Shire, là, qui était arrivé en même temps que moi pratiquement, on commence à faire des trucs ensemble comme ça. On joue avec ce qu'il a appelé OAA, qui était une architecture agent. Alors d'ailleurs, ça me fait marrer aujourd'hui quand j'entends l'agentique. Ça me fait bien marrer parce que les agents, ça date des années 80.
d'accord? Mais c'est super qu'on revisite Alors, un tu peu. le définis comment, l'agent, justement? Comment tu définis L'agent, l'agent? ça peut être quelque chose, bah, les agents de l'époque et les agents d'aujourd'hui, Oui, ça oui, va être oui. des petites entités qui sont super intelligentes dans un domaine particulier. Donc c'est des Mmh. hyper spécialistes, d'accord? Donc du coup, plus frugaux et tout ça que toutes les grosses IA qu'on peut imaginer, d'accord? Mais qui sont surtout orchestrés. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a un orchestrateur qui va appeler au bon moment D'accord. le bon agent pour faire des trucs. Ou alors en concurrence aussi, hein, c'est possible de les mettre en parallèle, en séquentiel, enfin tu peux imaginer plein de Mais tous ces agents sont pas forcément de l'IA, justement. Il peut y avoir des non, agents ouais. qui sont complètement normaux, j'allais dire. Ouais, ouais, en tout cas, c'est que tout devient de l'IA finalement parce que, les agents de l'époque, là, ceux des années, 80, il y avait beaucoup de systèmes experts. Bon, les systèmes experts, c'est de l'IA quelque part aussi. D'accord? Donc c'est quand même des agents qui font des trucs spécialisés et à partir du moment où tu fais un truc un peu en autonomie, parce que c'est ce que fait un agent, il fait un truc un peu en autonomie, bah, tu es un peu intelligent dans le domaine particulier. Bon bref, donc on fait cette architecture qui s'appelait OAA, Open Agent Architecture avec Adam et puis on travaille dessus et puis au bout d'1 an ou 2, je ne sais plus exactement, il y a le chef du SRI qui dit: «Écoutez, vous êtes des débiles mentaux, heu, je vous donne votre lab». Alors moi, je j'imaginais même pas ce que ça voulait dire, tu vois? J'avais pas 30 ans, je veux dire, Ah, débiles mentaux dans le sens où vous faites des choses que les autres font pas. ouais, C'est ça que tu des veux choses on travaillait 105 heures par semaine, on était au bureau quand tu demandes à Adam aujourd'hui, mais il dit: «Mais on était des débiles». On était au bureau 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais 16 heures sur 24 tous les jours, tu vois? Donc dire? c'était, on était tout le temps là, le samedi, Et le dimanche, ça je voulait rien suis dire. aussi débile que toi de toute ma vie, donc Ah ouais, si tu bah, veux, ouais, tu à part que passionné. moi je suis ici en France comme un con et que j'ai pas de sous. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, Continue, mais continue, désolé. Je me quand tu es plains. passionné, tu tournes pas, tu sais pas quoi. Ouais, je sais, ouais. Donc on faisait des trucs et on nous dit: «Bah, faites votre lab». Alors bon, je sais pas trop ce que ça voulait dire, donc ça veut dire qu'ils allaient nous donner un peu de sous et qu'on pouvait prendre des gens, d'accord? Et on crée CHIC. Alors évidemment, c'est moi qui décide du nom, CHIC, parce que c'est français, franchouillard, machin, Computer, Human Interaction Center. Computer Human Interaction Center. CHIC. Bon, déjà, j'étais très content de l'acronyme, tu vois? Et puis, on se met à développer des trucs, comme ça, à travers OA, donc en utilisant ces architectures d'agents et puis en utilisant donc des agents qui vont être spécialisés dans la reconnaissance de la parole, reconnaissance du geste, reconnaissance d'un peu tout, reconnaissance de l'écriture aussi, j'avais fait un qui reconnaissait, les tableaux, les machins, les dessins et cetera. Donc et puis, des agents qui faisaient des trucs plus un agent téléphonique qui passait des appels, un agent d'email qui envoyait des emails, et cetera. Ouais, tu peux imaginer donc on se retrouve avec des communautés de 30, 50 agents, tu vois? Donc et après on fait du Lego et on rajoute les trucs et puis donc on crée des systèmes et on crée des systèmes qui font des machins et donc en OA, on a créé un des premiers trucs qu'on a créé, enfin on en a créé 9 gros systèmes, on va dire, autour d'OA et le 9 septembre 99 à 9h09 du matin, 9:99 at Ah, 9:09. c'est pas mal. Ah ouais, c'était marrant et bah, écoute, il fallait bien s'amuser donc en 99, donc à peu près 4 ans après avoir vraiment commencé Chic, on a présenté à la presse nos 9 projets, d'accord? Évidemment, on avait travaillé avant, et on avait montré quelques-uns avant et dans ces projets, il y avait alors il y en a des mythiques pour moi, hein. Il y a un truc qui s'appelait CARS, Collaborative Agents, enfin, je me rappelle même plus ce que ça voulait dire, le R et le S, mais c'était en fait de la réalité augmentée. J'avais acheté un Mmh. van sur mes propres sous, d'accord? Parce que bon, tu parlais d'argent là, mais on était un labo de recherche donc en plus moi en tant que Oui, bah, Français, oui, c'est pareil, ils te donnent ce qu'ils j'avais pas veulent, le droit mais ouais, j'avais pas le droit aux subventions américaines, de l'armée, parce que j'avais pas le la clearance, de mmh. l'armée qui allait bien, donc j'étais pas Mmh. top secret. Donc du coup, je pouvais pas avoir plein d'argent de l'armée parce que SRI avait beaucoup, d'argent de l'armée, mais moi j'en avais pas trop dans mon labo, dans Chic et donc j bon, bref, donc un jour j'ai acheté un van dans lequel on a mis tous les ordinateurs possibles et inimaginables et on a fait, la première démo d'un truc incroyable qui était dans de la réalité augmentée sur le pare-brise. Et donc en gros, tu conduisais ta voiture, enfin moi je conduisais ma voiture, j'avais en fait des lunettes transparentes sur lesquelles étaient projetées donc des choses dans les lunettes, mais qui faisaient comme si c'était projeté sur le pare-brise.
Et j'avais mon frigo intelligent qui m'envoyait un message qui C'est quoi disait, Frigo Intelligent à l'époque? bah, on l'avait fait, c'est nous qui avons fait, donc sur Ah! 9 projets, d'accord? Le frigo, il s'appelait Fridge, tu vois? C'était finot. Donc et donc Fridge m'envoie un message en disant: «Il y a plus de jus d'orange». Et donc en fait, il envoie pas à moi le message, mais il envoie à la voiture. La voiture qui reçoit ça donc sur le pare-brise et sur le pare-brise s'affiche en donc surimpression donc de ce que du monde réel, donc c'est pour ça que c'est la réalité augmentée qui n'existait pas, hein. On n'a pas de GPS, on n'a pas tout ça. Avec le GPS, ça arrive en 2000, d'accord? Là, on est en quand on fait la première démo de Cars, c'est, 96. Je crois qu'il y a un film de la BBC qui montre, ce petit truc, qui montre le Fridge et qui montre Cars. Je peux essayer de te Je retrouver. regarde si je le trouve. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Et mais bon, mais et donc il y a le Fridge qui m'a envoyé ça. Je vois s'afficher sur le pare-brise les grocery stores, comment on appelle ça? Les épiceries, tu vois? Où je peux acheter mon jus d'orange et donc ça me reroute pour aller chercher mon jus d'orange, sur l'épicerie qui va bien, quand le frigo m'envoie ce message. Voilà. Donc on Ouais, a mais fait tu vois, nos c'est ça qui est fou, en fait. Et d'ailleurs, même à l'époque, enfin, je pense que tu as eu des silicon graphiques, que tu as joué avec un peu aussi. Si tu ouais, prends les silicon graphiques de l'époque, c'était aussi puissant que les PC d'aujourd'hui. Alors, pas aussi puissant en termes de puissance, mais en termes de fonctionnalité. Même s'il y avait éventuellement des fonctionnalités en plus, hein, ouais, parce que tu pouvais te connecter directement sur une autre et foutre la merde sur, sur la bon, silicon graphique d'à côté. d'accord, ouais. Mais ce que tu peux pas faire avec un Windows aujourd'hui aussi facilement. Mais ouais, enfin, moi c'est ça le truc, c'est que pourquoi ça me fascine, c'est parce qu'en fait, à l'époque, vous, enfin toi et les autres, vous avez malgré tout inventé. Et vous Alors avez oui, tout inventé ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, ouais. Bah, et si tu veux, nous, on cette fait que voiture répéter les trucs, tu vois. On fait ouais, que mais bon, il y a quand même rendre possible ce qui avait été imaginé à l'époque, d'un certain côté. il y a des progrès, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, on va en parler certainement à propos de Siri en particulier, mais à l'époque, donc quand on imaginait, donc quand on a fait, parce que les systèmes marchaient, nous, on faisait des trucs qui marchaient. On faisait pas de la recherche fondamentale, en fait. On faisait ce qu'on appelait la recherche appliquée, d'accord? Donc on avait ces systèmes dans ma voiture, elle marchait vraiment. J'avais vraiment le truc qui m'affichait les trucs sur mon pare-brise, quoi, en quelque sorte. Et on avait 2 petites caméras sur le pare-brise lui-même et je pouvais toucher le pare-brise avec mon doigt à l'endroit où il y avait le truc qui était affiché. Et je disais, ben, je vais à celui-là, tu vois, je vais à ce machin-là. Et ça illuminait Ouais, donc c'était le la bonne GPS. épicerie, tu vois. Mais il n'y avait pas de GPS, encore une fois. Donc, on Ben avait oui. volé. Ben non, il n'y avait pas. Et donc, on avait volé, Alors, en je te fait. parlais de Rémi. Une chose qu'a fait Rémi aussi, tu sais, il a fait partie de l'équipe qui a créé Google Maps, Google Earth. Rémi Ouais. Arnaud. Donc c'est un Français qui a fait ça aussi. Donc tu vois, Euh, ils étaient liés, c'est la même époque, hein, c'est la même époque. Il était justement sur les silicon graphiques. quand tu vois le nombre de Français qu'il y a dans la baie, si tu veux, tu n'es pas étonné. Ben, Mais bien bref, sûr, ben oui. cette petite caméra là, ces 2 petites caméras sur le bord des pare-brises, c'était rigolo parce que ce que ça faisait finalement, ça faisait le XY de ton doigt sur le pare-brise Ben oui. et donc ça te disait où tu étais sur le pare-brise et donc ça illuminait ce qu'il y avait dans tes lunettes, en fait, pour pouvoir sélectionner le truc. C'était une souris en 3D avec ton doigt, tu vois? Bon bref, donc on a fait plein de petites choses comme ça et puis évidemment, ce système-là, tu lui parlais, tu lui demandais des choses et donc tu lui parlais en lui demandant, bah, «OK, maintenant je veux aller, faire les courses ou alors, je veux aller à la maison, je veux aller à San Francisco» et on n'avait pas de GPS, mais comme je te dis, on avait volé une sorte de GPS parce que le GPS existait, mais pas pour les civils, ça existait militairement et donc comme, Sarah était quand même pas mal maquée avec les militaires, on avait réussi à voler donc des trucs qui nous permettaient de faire ça et on Ah, avait tu n'avais pas volé les d'autres trucs. clearances. Tu dis que tu n'avais pas Attends, il les y a plein d'autres trucs clearances. qu'on avait fait, mais maintenant tu vois, tu me lances là-dessus, mais c'est fabuleux. Parce qu'on avait fait un autre truc de débile mental, encore une fois. On travaillait avec les gens de la NASA et à un moment donné, parce qu'il y avait des trucs qui étaient sympas, à faire, on avait vu que la navette spatiale, quand elle revenait, tu vois? Donc là, on est en 96-97, hein. Donc Mhm. quand la navette spatiale revenait, on la voyait, il y avait, Ames qui est juste à côté, il y avait à l'époque un grand truc de la NASA qui est juste à côté de Palo Alto et donc on voyait la navette arriver et puis elle passait sur une sorte de grand portique et on se demandait: «Mais qu'est-ce qui est fou ce grand portique?»
Et en fait, on a compris, bon, en discutant avec les gars, que quand elle passait, ça détectait toutes les tuiles qui étaient sur les ailes, qui avaient été endommagées lors du retour Ah ouais, en fallait atmosphère changer. Mm. et qu'il fallait changer. Mais il ne changeait pas toutes, il changeait seulement celles qui avaient pété avec la température, une certaine température. Et donc, nous, ce qu'on a demandé, allez les gars, est-ce que vous pouvez nous filer quelques-uns de ces sensors qui pètent seulement à une certaine température? Et donc, les gars nous ont filé ça. Et on a dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre avec? Et là, j'ai dit, ben, on va faire un micro-ondes intelligent. Et donc, c'était quoi notre micro-ondes intelligent? On a collé ces sensors dans les packages de, de bouffe surgelée, tu vois? Et donc, le machin, quand ça atteignait une certaine température, ça renvoyait un message à une prise connectée du micro-ondes qui l'arrêtait quand c'était cuit, quoi, en fait, tu vois? Donc quand la température était Ah, devenue la bonne que tu température, mettais à l'intérieur de la nourriture, un truc comme ça? tu les mettais dans la barquette. Tu sais, c'était des barquettes Ouais, de d'accord. Ouais. voilà. Donc tu mettais le truc dans la barquette, tu collais le machin dans le four micro-ondes, tu prenais, on aurait pu faire en sorte que ça programme automatiquement, mais on n'avait pas fait ça à l'époque. Donc mais tu mettais dans la barquette, tu mettais cuit et tu t'en allais et le machin, quand c'était fini, poum, ça s'arrêtait et c'était cuit quand c'était cuit. Donc quand il y avait la Oui, bonne donc température. c'est du user interface hein, aussi. Voilà. Aussi. Donc c'est le genre de truc qu'on a fait. On avait une caméra 3D dans la cuisine. À un moment, tu vois, je suis devant mon frigo et ça, on le voit sur la vidéo de la BBC de 96. Il y a une caméra 3D, donc on a Je mis, la cherche, mais j'ai pas trouvé encore. c'était un demi-miroir rond, tu sais, enfin un demi-boule, un peu comme les boules de disco là. Donc, et donc je suis dans mon frigo et je dis, oh, où est-ce que j'ai mis le café ou le chocolat, ou je sais plus quoi. Et là, tu vois l'image sur le frigo de la caméra 3D qui se met à tourner. Enfin donc c'est pas, elle tourne pas en fait parce que c'est l'image, tu vois, qui tourne et qui te montre le placard dans lequel il y a le chocolat. Bon, ça sert strictement à rien, si tu veux, mais c'était juste pour montrer si tu as Alzheimer, tu vois, ça va te dire où tu as planqué ton chocolat dans ta cuisine. Voilà, donc on a fait plein de petits trucs comme ça et le 9 septembre 99 à 9h du matin, 9h09 du matin, on a montré ça à tous les journalistes, on a eu plein d'articles de journaux, machin et tout ça. Et donc, effectivement, la partie vocale, donc, Ouais. qu'on appelait The Assistant, qu'on a appelé, qui avait plusieurs noms en fait en fonction des projets pour lesquels on l'utilisait, Mhm. ben, c'est ça qui, 10 ans plus tard, est devenu Siri, a été pris, donc qui a été une spin-off de SRI, donc une spin-off de Sensor Research, qui s'est appelée Siri, d'accord? C'est une compagnie, donc une start-up, dans laquelle moi, par contre, je n'ai Ouais, strictement rien, t'étais pas. Ouais. parce que j'avais mes propres startups à ce moment-là, parce que j'avais quitté SRI en 2000. Alors, attends, je te pose une question pour bien voir le spectre du truc, mais même peut-être que tu es en train de l'expliquer, mais euh, à l'époque, ton The Assistant, c'était avec la voix, donc il comprenait ce que tu lui disais et il répondait avec la voix. Bon, la réponse était plus facile parce c'était Texas Instruments qui avait déjà fait des chips complets, mais bon, il y en avait d'autres avant, mais eux, ils avaient Bon, déjà fait des trucs, mais... c'est software, non. En fait, on était basé sur un truc qui Ah, s'appelait tu NUM. étais complètement software, d'accord. C'était que software, parce que la reconnaissance elle-même et le TTS, le text-to-speech, donc la synthèse Ouais. vocale, était du software et c'était basé sur ce qui s'appelait Nuance. Et Nuance, c'est ce qu'on a créé en 1994. Donc là, je suis fondateur, par exemple, on est un paquet fondateur de Nuance. Et Nuance Communication est devenue donc la plus grosse boîte de speech du monde. Et aujourd'hui, toujours d'ailleurs, hein, c'est eux qui sont partout. C'est eux qui ont été achetés, je pense, 17 milliards l'année dernière, pas l'année dernière, mais il y a 2-3 ans, par Microsoft. D'accord. Donc, si tu veux, bon, c'est une grosse boîte de speech, on va dire. Et c'est nous qui l'avons créé, ça, en 94-95. Donc, et c'est devenu public en 2000. Tu vois. Donc, bon, juste pour faire un peu d'histoire aussi. Donc, cette technologie-là, on l'a prise et on l'a mise dans The Assistant. The Assistant, ce qu'il faisait, c'est que bon, il parlait, et l'histoire, c'était vraiment de dire, on veut faire, et c'est là qu'on va faire le lien avec les trucs d'aujourd'hui, on voulait que ce soit vraiment un assistant conversationnel. Je vais pouvoir lui parler et avoir un dialogue avec lui.
Mais la réalité, c'est que la technologie de l'époque nous a pas permis de faire vraiment ce dialogue. On posait une question, ça répondait. Des fois, ça faisait un peu de désambiguation, d'accord, sur Mmh. une question. C'est-à-dire que si je disais, «Allume la lampe», il demandait: «Quelle lampe?» Tu vois? Et tu pouvais être plus précis. Mais c'était à peu près le seul Ouais, ping-pong. il détectait, Voilà. une Bon, une il manquait intention, un quoi. truc dans les agents, il manquait un paramètre et donc il allait compléter ce paramètre, globalement, Bah, il pour manquait les compléter. Transformers, en fait, hein, c'est con, mais Voilà. Et donc si tu veux, à la fin, on va retrouver un peu tout ça. Donc on va retrouver ces paramètres et ces complétions, hein, d'accord? Donc transformer. bah, oui. Et on va trouver aussi donc aujourd'hui, par contre, ce qui se passe avec ces IA et les LLM en particulier, c'est qu'aujourd'hui, on a des vrais IA conversationnels, d'accord? Où là, cette fois-ci, je suis plus limité à un tour, mais je peux avoir N tours. Bon, exprès, il limite à une trentaine de tours parce que bon, ça coûte cher de faire les trucs, mais voilà. Donc le rêve, si tu veux, de Bah, Siri, tu as la problématique du contexte, de la taille de contexte, surtout. C'est là-dessus que je travaille en ce moment, donc si tu veux, ouais. malgré tout, donc Donc le rêve de Siri a commencé dans les années 90. La boîte Siri a été créée en 2007. mmh. Cette boîte Siri a été créée en 2007 et 2007, si tu te rappelles de la date, c'est aussi quand le iPhone est sorti. C'est l'iPhone, oui, bien sûr. Et 2008, c'est Android. Et évidemment, bon, le temps que la boîte se forme et tout ça et qu'ils fassent des trucs, Ou ou ils font ou, le heu, premier ou Steve Jobs était reconnaisseur. fâché parce qu'ils avaient copié l'iPhone, mais bon, ça encore, ça c'est Steve Ouais, mais Jobs, hein. bon, ça c'est encore autre chose. Mais donc, en 2008, c'est là où Siri sort son premier produit, la boîte Siri sort son premier produit Mmh. sur Android et c'était donc un agent Ah conversationnel. ouais! Oui, c'est vrai, j'ai pas vu passer ça, ouais, d'accord. Donc c'était une boîte donc qui avait fait alors il y a eu jusqu'en 2009-2010, il y a eu 180 000 utilisateurs de Siri sur Android, Il d'accord? s'appelait Siri déjà? Et il s'appelait Siri. La boîte s'appelait Siri donc c'était l'assistant d'ailleurs Siri, d'ailleurs ça veut dire quoi exactement? Tu te ah bah rappelles? ça c'est un secret donc je laisserai les gens qui ont D'accord, envie de le dire. OK, pas de problème. Et donc Siri est arrivé, donc 2007-2010, s'est développé. Ça arrive sur Android. Pas beaucoup de succès, hein, parce que ça faisait pas grand-chose, ça répondait aux questions, 1 ou 2 questions, ça linkait plus ou moins à des API qui étaient plus ou moins ouvertes sur Android à l'époque. Et puis là, arrive Steve Jobs. Et Steve Jobs rencontre les mecs de Siri et dit: «Bah, moi, ça m'intéresse». Contre tous les avis de ses lieutenants. Et moi, alors Adam Cheyer est un des fondateurs de Siri, de la boîte, d'accord? Mmh. Adam Cheyer, c'est mon pote avec qui on a fait tous les trucs avant, dans les Oui, années parce 80. que c'est tous les délires où vous étiez fous, Voilà, jeunes et avec tu des avais cheveux. peut-être des cheveux d'ailleurs à l'époque. Voilà, exactement. Et donc Adam, évidemment alors Adam, il faut dire un truc, c'est que c'est mon pote depuis 32 ans, hein, c'est comme ça Ouais. et on a toujours été voisins. En 2000, j'achète une maison à Auckland, de l'autre côté Parce de que la tu mer. appelles voisin, c'est à la maison d'à côté ou c'est, 1 Voisin, kilomètre à ça veut dire 500 mètres d'écart, d'accord? d'accord. Donc j'achète une maison à Auckland qui est à 50 kilomètres de Palo Alto, parce qu'on habitait à Palo Alto avant. Ouais. Quelques mois Ouais, plus après, il tard, faut il passer achète le une pont, quoi. maison Il faut passer le il pont si achète tu veux, voilà, le pont et donc quelques mois plus tard, il achète une maison à Auckland aussi, d'accord? mmh. Donc on a toujours été super proches, on a toujours été, plusieurs fois par semaine, on allait boire des coups, pour discuter de nos aventures, diverses et variées. Lui, donc quand il était chez Siri, moi quand j'étais dans mes startups, dont une startup qui était extraordinaire, qui est celle dont je suis en fait le plus fier de Mmh. toutes les startups que j'ai créées, qui C'était s'appelait quoi? Orb. Orb Networks. Alors Orb Networks, c'était fantastique, mais bon, je t'en parlerai une autre fois. C'était absolument D'accord, d'accord. technologiquement, Bah, si tu c'était c'est que de toute façon, impossible. tu reviens quand tu veux. Comme je t'ai dit, là, on fait un petit bout de ta vie, mais on peut faire une grande histoire de vie si tu veux, hein, ça, c'est pas un souci, mais bon. Orb Networks, si tu veux, c'était un truc. De temps en temps, il y a des gens qui, encore aujourd'hui, tu vois, donc là, on est 30 ans plus tard, il y a des gens qui me disent, enfin, pour Orb, 25 ans plus tard, euh, waouh, j'ai utilisé Orb dans les années 2000, c'est de 2001-2002. Et c'était incroyable. Orb, c'était la première application dans le monde qui, sur un Nokia 3650, a joué sur le petit écran du Nokia 3650 de la télé live. D'accord? Et moi, je fais une démo et j'ai une vidéo de moi en haut de Yosemite, donc le parc truc, où je stream CNN live sur mon petit Nokia. C'était impossible. C'est physiquement impossible. D'accord? Mais bon, on l'a fait quand même.
Et donc, bon, c'était magnifique. On a inventé ce qui s'appelle, et ça, j'ai des brevets là-dessus, qui s'appelle le play shifting. Donc, tu pouvais jouer n'importe quoi, n'importe où, sur n'importe quel device. C'était magnifique. Donc, tu avais à la maison, par exemple, de la musique. Tu pouvais jouer ta musique n'importe où, sur n'importe quel device. Donc, on a fait des trucs sur les consoles de jeux, par exemple. On a fait sur la Wii, qui était sortie un peu plus tard. La Wii était juste un device. Et donc, on pouvait jouer la télé live sur la Wii. On pouvait faire tout ce qu'on voulait sur la Wii. D'accord? Parce qu'on avait un petit client qui était ce client qui permettait de se connecter au serveur de la maison. Alors, c'était super difficile à configurer. Hein. Je ne te cache pas que c'était pour les geeks. Mais on a eu 17 millions d'utilisateurs, 17 millions de geeks. Je pense qu'on a tous eu, tous les geeks de la Terre, ils ont utilisé Orb. Et c'était absolument magnifique. Bref, Orb, machin. Donc tout ça pour dire qu'on était avec Adam, on se voyait souvent, d'accord. Et donc quand Steve Jobs a décidé d'acquérir la compagnie, la start-up Siri, un des fondateurs, qui était le CEO, a décidé de ne pas rester chez Apple. Et Adam m'a demandé si je voulais les rejoindre et si je voulais venir prendre en fait la direction de Siri chez Apple. Donc ça, c'était plus tard, hein, donc c'est 10 ans après nos premières, C'est 10 ans après tous 14 ans, tes trucs. en fait, nos premières aventures. Et donc, effectivement, bon, après avoir beaucoup hésité, parce que là, à ce moment-là, je travaillais chez HP, parce Ouais, que c'est je ça. faisais des imprimantes connectées. Et j'avais adoré ça, parce que bon, dans ma vie, je me suis amusé, hein, j'ai fait que ça. Donc, j'ai fait 10 ans de recherche. Après ça, j'ai fait 10 ans de start-up. Après ça, je me suis dit, je vais faire 10 ans de grosse boîte. Et donc, j'ai commencé par HP, qui était la boîte mythique de la Silicon Valley. Et donc, j'ai fait ces imprimantes connectées. C'était super. Je m'amusais bien. Et Adam vient en me disant ça. Je dis, merde. Alors, j'étais pas un Apple fanboy, moi, tu vois. Parce que, bon, Apple, c'était quand même fermé comme système. Blablabla, tu vois. J'étais pas un Apple fanboy. Et puis en Ouais, bah oui, plus, je bon, comprends. je raconte une histoire. J'ai eu une histoire avec Steve Jobs en 2003. Donc ça, c'est encore autre chose. Pour une de mes startups, euh, il y a Steve Jobs qui nous accorde une démo, hein, du temps pour faire une démo de cette startup. Et donc, j'étais tout excité, tu vois. On a un rendez-vous avec Steve Jobs, c'est super. Et donc, One Infinite Loop, là, c'était l'ancien truc d'Apple, l'ancien siège d'Apple. Et on arrive une heure avant, on prépare la démo. Démo très compliquée encore, parce que moi, j'ai fait que des trucs de geek, pas possible. Donc, démo très compliquée, mais très bien. On se prépare, et puis Jobs arrive. Et là, moi, je commence ma démo. On était trois, hein, de mon côté, et puis ils étaient trois de leur côté. Il arrive avec deux de ses sbires. Et puis je dis, voilà, Steve, je vais t'expliquer, machin. Et puis blablabla, je lui explique la démo, je lui montre un peu comment ça marche. Et au bout de 10-15 minutes, il me regarde dans les yeux, il se lève, il me dit, c'est de la merde. Et il se casse. Steve Jobs. Pure shit. Il me dit, it's pure shit. Bon, alors là, tu vois, poum. Et bon, c'est ballot. Les deux autres restent. Ils disent, oh, vous savez, c'est Steve, C'est vous en Steve faites Jobs. pas, tiens, Ouais. bon machin. Ouais, enfin bon, quand même, on vient de prendre une grosse balle dans la tronche. Bref, Mais ça il y en a c'était en plein hein, qui 2010. ont eu la même chose. Hein. Il y en a Ouais, ouais. plein qui ont eu la même chose. Mais bon, donc je ne peux pas te raconter par contre ce qu'est la démo, je ne peux pas te raconter ce que c'était, je ne peux pas te raconter ce qui s'est passé, parce que plus tard, il s'est passé des choses qui font que j'ai plus le droit de raconter. Bref. Ah, Mais, merde. mais ceci dit, donc on a pris une bonne balle, et c'était en 2003, donc c'était bien avant le rachat de Siri, hein, puisque c'était 7 ans avant le rachat de Siri. Et bref, donc quand Adam me dit on va être racheté, machin, ou on est racheté, est-ce que tu veux venir prendre la direction de machin chez Apple? Je lui dis, bon, tu vois, moi, Apple, c'est pas ma tasse de thé. Jobs, bon, ça s'est pas très bien passé la dernière fois qu'on s'est vu. Bref, mais bon, il me convainc quand même, et donc j'ai été diriger Siri en 2011 pour continuer l'aventure, parce que finalement, c'était quand même notre bébé avec Adam. Et d'ailleurs, le jour où il me présente à l'équipe, donc quand j'arrive pour prendre les rênes de Siri, il y avait une quinzaine de personnes dans Siri à ce moment-là. Donc le jour où il me présente, il dit aux autres, voilà, je vous présente Luc, machin, et regardez, le brevet qui est là, c'est le brevet qu'on a écrit tous les deux dans les années 90, qui était donc le grand-père de Siri, qui était donc l'ancêtre de Siri. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai aucun problème à dire que je suis un des
créateur de Siri. Voilà. Donc, Mais tu sais, alors attends, juste pour dire, alors je vais parler de moi 10 secondes pour comprendre. Parce que tu sais, moi j'ai travaillé sur des jeux vidéo, notamment sur Motoracer qui a vendu millions d'exemplaires. Et ça m'arrive d'être invité. Bon, j'écris pas des livres, hein, pas encore, peut-être un jour, mais pour l'instant j'écris pas des livres. Mais ça m'arrive d'être invité, tu sais, dans des salons pour des fois faire des autographes, des machins. Moi aussi, tu vois. Toi surtout, mais moi un petit peu, beaucoup moins. Et c'est pareil, en fait. Tu as les mecs, tu vois, quand ils parlent du truc, ils vont pas parler, enfin, ils parlent Dr. JVTech, mais c'est peut-être moins connu. Et puis, ils disent alors, des fois, ils disent un des développeurs de Motoracer ou de machin. Et des fois, ils disent le mot développeur. Alors, du coup, je respecte parce que je dis, c'est pas le développeur, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, pour eux, c'est bien pour le marketing de machin, de mettre le truc en grand, etc. Mais c'est pas vrai, ouais. quoi. Enfin, c'est une équipe, tu vois, c'est toujours une équipe. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je dis toujours co-créateur de Siri parce que je suis co-créateur avec Adam, C'est on ça. fait la création, mais je dis jamais co-founder. Et on m'a dit récemment, oui, tu l'as dit, des fois co-founder. Bon, Ça peut je dis arriver, tu co-founder, sais. je suis désolé parce que enfin, je sais que je suis pas, donc ça, pas de problème. Mais bon, bref, et j'ai pas fondé la boîte, ça j'ai déjà dit. Et puis après, il y a plein de gens qui peuvent dire qu'ils ont participé à Siri. Évidemment, tous les gens, non seulement qui étaient dans la boîte, donc les 15, 16, 17 personnes qui étaient dans la boîte Siri, plus après les 85, parce que on est monté de 17 personnes à 85 personnes quand je dirigeais Siri. Donc, ces 85-là, ils ont fait des trucs sur Siri, évidemment. Donc, ils peuvent dire qu'ils ont créé le début de Siri. D'accord? Donc, qu'ils ont travaillé sur Siri. Ça Bien ne me sûr. dérange absolument pas. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que c'était l'aventure. Ouais, Donc, en nous fait, attend. t'aurais dû marquer sur le livre, mais c'était moins vendeur. Créateur de The Assistant. Mais obligatoirement, c'est moins vendeur, quoi. Ouais, ouais, c'est pas. Et en plus, comme dans The Assistant, il avait plein de noms différents, ça dépendait du truc. Donc, bon, bref, tout ça pour dire qu'on s'est quand même bien amusé, tu vois, on a fait le truc. Donc cette aventure de SRI finalement, hein, donc du Stanford Research, où on a créé tous ces machins-là, c'est quand même bien amusé parce que quand tu réfléchis bien, il y a de la reconnaissance des gestes, il y a du speech parce que Nuance a été créé à Bah ouais. SRI aussi. Il y a du TTS, il y a de la réalité augmentée, enfin, on a fait des trucs de débiles mentaux, comme je te disais, tu vois, des petites caméras qui reconnaissent les doigts sur le pare-brise. Je veux dire, mais et c'était basé sur un besoin. Parce qu'à la fin, ce que je dis toujours, et je reviens à mon histoire là, de quand j'avais 9 ans, d'accord, où j'ai créé mon premier robot, et j'ai créé mon robot pour faire mon lit. D'accord, parce que j'avais pas envie de faire mon lit, donc j'ai dit, je vais faire un robot pour faire mon lit. Bon, il n'a pas marché bien, hein, plein de problèmes, mais si tu veux, depuis ce jour-là, je me dis, moi, je vais utiliser les technologies pour pouvoir créer des trucs pour les vrais gens. Et là, j'étais un vrai gens, hein, à 9 ans, Ouais, c'est là. ce que j'essaye de faire aujourd'hui, moi, tu vois. Voilà. Et ces vrais gens, c'est eux qui m'intéressent. Et c'est parce qu'il y a le besoin qui te force à faire des trucs. Alors, des fois, on a de la chance, on détourne de technologie. L'histoire de la réalité augmentée, là, on avait ces lunettes qui étaient transparentes où on voyait à peine le truc dedans. Mais quand tu vas sur le film de la ABC, tu vois quand même que tu voyais Bien des sûr. Sit back for a journey into the future, a journey which begins with a message from this man's refrigerator. I just received through the internet from my fridge a message in my ears saying that we are out of orange juice. And what I need to know is where are the grocery stores around here, and I'm going to ask my system where are the grocery stores. Once that question is asked, directions are displayed on the inside of these special glasses. Having logged on to the internet via his mobile telephone, Dr. Luke Julia has been alerted to a looming domestic crisis and guided towards a solution. So now I'm going to put the orange juice inside the fridge. Back at home, the refrigerator is now satisfied about the orange juice, but has started fretting about the supply of lemonade. This was the last bottle of lemonade. Do you want to add some in the grocery list? Yes, please. So he places his order for lemonade with an online grocery store and has a question for the computer. Et tu verras donc le frigo connecté. Toi, tu me vois devant le frigo, tu vois déjà que je fais à peu près 40 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et que je parle à mon frigo connecté. Tu verras que je lui demande à mon frigo de faire des recettes.
d'accord, parce qu'on était connectés. Il y avait Internet qui vient d'arriver. D'accord, Internet vient d'arriver en 94, 95, ça arrive vraiment là. Et donc, Tu parles au on a frigo, là. Tu parles au frigo vraiment avec la voix Arranged comme ça. Assistant, donc là, il s'appelait Fridge. Et donc, je parle au frigo et je demande au frigo de me faire la recette avec ce qu'il y a dans le frigo. Parce qu'à l'intérieur du frigo, il y a une caméra qui a reconnu les trucs, et il y a un lecteur. C'était un lecteur de quoi? C'était un lecteur, c'était pas du barcode, c'était autre chose, qui me permettait de savoir ce que je rentrais et sortais du frigo. Enfin bon, Ouais, mais tu avais un on tag s'imagine même quelconque. pas, c'était incroyable. On avait, enfin, tu disais tout à l'heure, on a tout fait, mais bon, il faut pas exagérer, mais je veux dire, aujourd'hui, Eh oui. les Non, frigos, on va le dire différemment. Vous avez tout rêvé. on a tout rêvé, mais on faisait quand même. D'accord? On Oui, n'a oui, pas oui. industrialisé. Oui, On n'a oui, pas oui. industrialisé. C'était un labo de recherche. C'était fragile. C'était tout ce que tu veux. C'était des démos. Mais ça marchait. Et ça, c'était Mhm. incroyable. Et je sais pas si tu te rappelles, ou si c'était connu en France, j'en sais rien, un truc qui s'appelait Webvan. Non. Webvan, c'était le premier, si tu veux, comment ça s'appelle aujourd'hui les machins où tu achètes ta bouffe par Internet, là, tu vois? Je sais pas ce qu'il y a en France, je connais pas les trucs français. Mais donc Ah Webvan, oui, d'accord. Oui, le premier épicerie en ligne. tu as la même chose que, tu sais, Uber Eats, quoi. Enfin, c'est Voilà, un truc comme c'est ça. comme Uber Eats, sauf que Uber Eats, c'est plus des restaurants. Mais là, c'était vraiment de Ouais, la ouais. épicerie, tu vois? Et évidemment, on était connecté à Webvan. Et donc, le frigo pouvait commander les trucs. Il pouvait les commander, ou il pouvait envoyer le message à la voiture, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça envoyait à la voiture le message où toi, tu recevais en réalité augmentée et tu allais te diriger vers l'épicerie la plus proche qui allait te permettre d'avoir ton jus d'orange. Et quand tu vois Mhm. cet écosystème qu'on avait créé, qui était donc basé sur cette cinquantaine de petits agents, donc qui parlaient entre eux et qui étaient donc orchestrés par ce qui s'appelait le facilitator, on avait appelé ça le facilitator, tu vois, ça faisait un peu Terminator, je sais pas quoi. Mhm. Et donc le facilitator, c'était lui qui avait l'intelligence du système et qui était capable de te guider dans la tâche particulière sur laquelle tu étais en train de travailler. Donc voilà, on avait fait tous ces machins-là et c'était quand même super marrant. Et on a fait plein de trucs. Et à part ça, donc, après ça, donc, pendant la période où j'ai fait les startups, donc j'avais quitté SRI en 2000, je suis revenu à Apple, enfin aux grandes boîtes, on va dire, à HP et Apple, donc 2010-2011. Euh, et entre-temps, donc c'est 10 ans de startup, j'ai fait 4 startups. Euh, et donc ma préférée technologiquement, qui s'appelait Orb, qui était magnifique. Voilà. Bon, après, je suis pas mort, hein, Non, non, t'es pas encore mort, là. T'es pas encore mort. Euh, Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu es passé du côté complètement fou de ces trucs de recherche à un côté qui est plus management et où en fait tu as lâché la recherche et tu as arrêté de faire tout ça et tu es devenu autre chose et que tu as peut-être perdu le fil avec tout ça? ouais, alors bon, il y a un des trucs, et ce qui est rigolo, c'est qu'il suffit de parler à mes équipes, hein, mes équipes d'aujourd'hui et mes équipes d'hier. Euh, j'ai toujours été, j'ai toujours mis les mains dans le cambouis. Aujourd'hui encore, je programme toujours, hein, malgré mon âge avancé. C'est quoi ton langage préféré? Mon langage préféré aujourd'hui, je fais du Julia. Hein, donc, je sais pas si tu connais le Julia. Non, Euh, oui, d'accord. ouais, ouais, il y a un petit Elle est bon, bonne, elle est bonne. c'est rigolo, mais sinon, bon, j'ai fait à l'époque, là, dans les années 90, si tu veux, on faisait du Visual C et du Visual Basic, d'accord, pour faire les interfaces, machin, qui allaient bien. Après ça, bon, on a fait du Java, évidemment, beaucoup de Java. Euh, Ouais. Aujourd'hui, ce que j'aime bien, moi, j'aime bien JavaScript parce que c'est fastoche, point de vue interface. Et puis, point de vue serveur, j'utilise aussi du Java pour pour faire les D'accord. serveurs. Et Moi, je donc, suis plus C, moi, mais c'est plus. Mais bon. ouais, plus, j'en fais plus, en fait. Plus, Euh, ouais, bah oui. donc, C'est mais moins bon, pratique. Java, c'est sympa. Et puis évidemment, comme tout le monde aujourd'hui, tu fais un peu de Python parce que Oui, tu bah oui. fais un peu de Python pour utiliser les frameworks qui sont relativement faciles à Bien utiliser. intégré, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, je programme toujours, je fais des trucs. Là, en fait, je programme plus tellement alors, je programme pas des trucs pour les boîtes pour lesquelles je travaille. Hein, c'est-à-dire que je fais pas du code qu'on va réaliser et qu'on va Oui, euh, oui, tu fais tes petits des, tests de ton et côté, des pour tes moi, petites des machins. Et expériences. puis surtout, je programme pour moi à la maison parce que Ouais. j'ai des maisons et je suis un fan de tout ce qui est smart home, d'accord, les maisons connectées.
Et dans une de mes maisons, j'ai 219 objets connectés. Et 219 objets connectés, si c'est pas toi qui les connectes, ils marchent pas ensemble, tu vois. Donc j'ai fait toute mon infrastructure pour que ces objets, donc il a fallu les péter, hein, donc les pirater, comme on piratait à l'époque les machins, et il a fallu faire en sorte qu'ils se parlent entre eux à Souvent, travers. souvent, ils ne compliquent pas trop la vie pour les pirater, en plus, ces Donc trucs-là. Mais c'est bon, pas trop compliqué, donc bon. Et donc du coup, je m'amuse beaucoup. Et puis en plus, il y a une plateforme maintenant qui est encore plus facile pour écrire des trucs et pour jouer avec, oui, c'est c'est vrai. Home Assistant. Et Home Assistant, donc j'ai à peu près toutes mes maisons qui sont sur Home Assistant. Donc voilà. Mais donc, est-ce que j'ai lâché le truc? Ben non, j'ai pas lâché le truc. Si tu demandes à mes équipes d'HP où on a fait les imprimantes connectées, alors que c'était pas inimaginable. C'était pas imaginable, je veux dire. Après ça, bon, quand on était chez Siri, même si on n'a pas réussi vraiment à faire tout ce qu'on voulait faire à l'intérieur d'Apple, on faisait quand même des trucs. Mais alors, après ça, il y a eu la période Samsung. Je suis resté 8 ans chez Samsung après. Et 8 ans chez Samsung pour faire justement des objets connectés. J'ai lâché un peu tout ce qui était téléphonie et machin, enfin les machins aussi style Siri, hein, parce que je voulais plus faire de reconnaissance de la parole à ce moment-là. Mais je voulais faire toujours des objets connectés parce que quand je suis rentré chez Samsung, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, Samsung vend 1 milliard d'objets par an. Et ces objets, ça c'était en 2012. Euh, et Samsung ne connecte pas ces objets. C'est complètement idiot. Et donc, je me suis donné le pari de créer un labo qui allait connecter les objets Samsung entre eux et pouvoir faire un écosystème, machin. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a mis un peu plus de temps que ce que je pensais qu'on allait mettre, mais en 2016, on a sorti la Et première. apparemment, vous avez des. Enfin, j'ai pas connu, hein, moi, donc c'est juste. J'ai discuté avec des personnes qui, à l'époque Samsung, où il y avait justement l'équivalent de Siri, où apparemment, elle n'était pas super efficace. Ouais, justement, donc c'est pour ça que je voulais pas toucher à ça parce que c'était fait par les Coréens. Après, on a racheté une autre boîte. Enfin bon, je voulais pas me mettre là-dedans, donc ça m'intéressait pas. Mais par contre, ça m'intéressait beaucoup de faire ces objets connectés. On a fait une plateforme d'objets connectés. Après, on a racheté un truc qui s'appelait SmartThings, et c'est ça aujourd'hui. En fait, ça s'appelle SmartThings, la plateforme. Et donc, on a connecté plein d'objets. Il y a aujourd'hui des milliards d'objets qui sont connectés sur cette plateforme. Donc ça, c'était génial. On s'est bien amusé. Et donc, c'est aussi là où j'ai évidemment poussé ma vision. Alors, je ne veux pas dire que je suis visionnaire, Oui, en mais fait, la même chose que le début, tout ce que tu voilà, disais, les petites expériences, quoi. voilà, exactement. On a poussé ces visions de connecter. Pourquoi je connecterais mon téléphone avec la télé? Pourquoi je connecterais ma machine à laver avec mon téléphone, avec ma télé? D'accord? Donc, les machins qui envoyaient les messages quand la télé. Alors, les machines à laver Samsung aujourd'hui, quand elles finissent un programme, si elles sont connectées sur la plateforme, quand elles finissent le programme, poum, il y a un petit message qui s'affiche sur la télé, tu vois, en disant le programme est terminé. Est-ce que tu veux aller mettre dans la sécheuse ou je sais pas quoi? D'accord? Donc voilà, c'est le genre de truc, encore une fois, pour les vrais gens, tout simple, d'accord, mais qui demandent en fait énormément de travail pour connecter tout ça, parce qu'évidemment, les OS sont différents, les machins de ça, c'est un bordel absolu, mais c'est rigolo. Donc voilà, donc là, je Et suis les bien. protocoles aussi, il y a plein de protocoles bas Ouais, niveau, machin, et des protocoles bon, il y a basiques Matter normaux. qui commence Ouais, à faire un petit peu de standardisation du truc, mais c'est pas du tout standardisé en fait. c'est Mais ça. bref, donc ça c'était chez Samsung. Et après, quand Samsung a décidé de fermer ses labos pendant la pandémie, donc ils ont fermé le mien aux US et en France, parce que j'avais ouvert un labo en France aussi. À ce moment-là, j'ai dit, bah, après mes 10 ans, donc 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, 10 ans de grosse boîte aux États-Unis, je vais faire 10 ans de grosse boîte en France. Je n'avais jamais travaillé en France. Et pourquoi je dis je vais faire 10 ans de boîte en France? Parce que je me suis dit, j'ai été éduqué en France. J'ai reçu une éducation extraordinaire, j'en ai bien profité. Alors c'est grandiose là, je veux rendre quelque chose à la France. D'accord? Non, mais c'est pas que grandiose, je trouve que c'est bien. Mais je trouve que c'est normal. Enfin, on est Ouais, français. ouais, T'as vécu aux États-Unis. Tu vois, il y a une autre personne que. Alors, je vais citer François. Je sais pas si tu connais François Pied-Noël. Tu connais François Pied-Noël? Tu l'as rencontré? ça me Non? dit rien. Ça te parle pas non plus? Il était chez Intel. Il a été 20 ans chez Intel en tant que responsable des performances chez Intel. Et lui, c'est un peu pareil. Bon, alors, lui, il est devenu américain, mais malgré tout, euh, il a été militaire, tu sais, parce qu'il a fait, tu sais, il a fait Saint-Cyr ou je sais pas quoi. Mais si tu veux, c'est le plus français des Américains, puisqu'il est américain maintenant. En fait, il est tout le temps avec son petit drapeau, son petit machin, son petit truc, tu sais. Il a acheté un Fouga Magister qu'il a mis aux couleurs de la France aux États-Unis.
que Ouais, bah, c'est ouais. Bah, moi, c'est obligatoire. je suis américain depuis 20 ans. Ah, tu es Euh, ouais, d'accord, tu es américain mais aussi. bon, je suis aussi très, très franchouillard, hein, c'est ce que je dis toujours. Bah, c'est ça. Donc je voulais faire, c'est pour ça que j'ai ouvert pour toutes les boîtes pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai ouvert des labos en France aussi. D'accord? Mmh. Donc pour Apple, on avait un petit truc. Pour Samsung, on avait un truc qui était un peu plus gros. Et puis évidemment, bon là, j'ai décidé donc de travailler en France. On m'a fait une proposition relativement rapidement chez Renault. Je me suis dit: «Renault, bah, ça va être rigolo, ça va être compliqué, ça va être, voilà». Et donc aujourd'hui, si, hein, donc pour revenir à ta question, si tu demandes à mes équipes chez Renault, qui a eu des idées, qui pousse tout le temps, qui est en train de dire que ces features, je pense qu'ils vont dire que je suis un peu impliqué Ouais, ouais, oui, dans parce dans qu'eux, c'est la grosse boîte, donc ils ont dans le train et toi, tu es à côté du train et tu leur ouais. donnes un coup de pied Donc un coup de pied mais au cul du truc, quoi. dans mon équipe, en fait, on est tous, donc on est un peu à côté du train dans mon équipe. On fait exprès, Ouais. hein. On a créé un Mmh. machin qui est un peu agile, un Vous peu êtes à combien? côté. Vous êtes combien dans l'équipe? Il y a 2 équipes, en fait. Il y a une équipe de 25 et une équipe d'une quinzaine, donc on est une quarantaine. D'accord. D'accord. Donc c'est et puis il y a une équipe, à Palo Alto évidemment maintenant parce que je fais Ah l'inverse bah, de ce que j'avais fait. Donc j'ai une petite équipe à Palo Alto aussi. Et donc bref, donc mais si tu leur demandes à tous ces gens-là, d'ailleurs, je les énerve parce que souvent je leur dis: «Les gars, mais ce que je viens de vous apporter là aujourd'hui dans le meeting qu'on vient de faire», on fait mmh. peu de meetings parce que je déteste ça, mais dans le meeting qu'on vient de faire, ce que je viens de vous apporter, ça aurait dû être vous qui me le disiez. Toutes Mmh. ces nouvelles machins, les idées, les machins, pas forcément des idées de génie, hein, mais même des trucs qui sortent, parce que c'est des technologies qui ont été, qui sont sorties récemment. Pourquoi c'est moi qui les amène? Pourquoi c'est moi qui vous en parle? Ça devrait être vous qui m'en parlez. Alors ça les énerve parce que, ils se disent: «Ah, tu m'as pas laissé le temps, gna gna gna». Bon, ouais, évidemment, bon, moi je les adore, ils m'adorent, il y a pas de problème, hein. Mais voilà, donc le truc c'est que ça va être compliqué de faire dire à ces gens-là que j'ai pas les mains dans le cambouis. Ça va être très, Ouais, très bah, oui, bah, oui, obligatoirement. donc oui, je suis un manager, mais je suis un manager un peu spécial aussi, hein, parce que Alors, je déjà, tu étais de la famille des chemises hawaïennes, donc voilà, on est frères de ce côté-là, déjà. voilà. Rien que Donc pour le ça. management pour moi, c'est vraiment créer les conditions adéquates pour faire des trucs incroyables et alors il y a un truc que je leur dis souvent aussi et ça surprend plus le département, human resources, ressources humaines qu'autre chose, c'est que moi j'ai pas de KPI, d'accord? On me demande souvent, quels sont tes KPI, mets tes C'est KPI, quoi machin. KPI? Désolé, hein, je Je sais sais même pas pas ce ce que que ça tu veut me dire, c'est des machins, c'est des objectifs si tu veux, d'accord? Donc Ah, quels sont les objectifs pour l'année, machin, ça? Mais j'en sais rien. Je n'ai pas de KPI. En fait, je leur dis: «Bah si, en fait, j'ai un KPI». Ah, ils me disent: «Ah ouais, super, tu vas pouvoir l'écrire dans le formulaire». Je dis: «Ouais, ouais, je vais l'écrire. Mon KPI, c'est 90 d'échecs». Ah, tu un débile, elle est bonne, tu un débile. elle est bonne. Je dis: «Ouais». En France, tu dis ça, les mecs, ils ont mal à la tête. Voilà, bah, ils ont à la tête, mais mon équipe, ils comprennent. Mes équipes, les équipes dont je viens de parler, ils comprennent parce qu'ils ont bien compris comment j'opérais et ça veut dire quoi 90 d'échecs? Quand tu es dans une équipe d'innovation, ça veut dire que tu as essayé les trucs impossibles et quand tu essayes des trucs impossibles, bah, évidemment que tu vas échouer parce que c'est impossible. Bah, bien sûr. Mais de temps en temps, sur un malentendu, tu vois, tu glisses, hop et un truc marche et tu fais un truc incroyable. Tu as innové, d'accord? J'ai Et vu donc l'histoire de ma vie, malgré on tout, n'est à pas à part que moi, je l'ai 90. raté. On n'est pas à 90 d'échecs dans mes équipes, mais on est pas loin de 70 et je suis content, en fait. Je suis content, Bah, mais c'est je bien. voudrais qu'on échoue encore plus parce que si on échoue encore plus, ça veut dire qu'on Et il innove. y a des choses publiques? Tu as des choses publiques Ouais, que tu as bah, fait? il y a, par exemple, le truc qui est sorti, encore un petit avatar, hein, qui est sorti sur la Renault 5 en décembre 2024. Donc sur le décembre 2024, il y a un avatar qui s'appelait Renault, R-E-N-O et Renault, bah, c'est notre œuvre, le truc qu'on a poussé en interne, ça devait absolument jamais sortir, le voilà, ouais, c'est lui. Et donc il est dans la Renault 5 aujourd'hui, et il t'explique des trucs, il a cette bouille-là, hein, qu'on vient de voir, et il t'explique des trucs, il te fait faire des trucs et voilà, c'est lui et Et il tu te l'as quoi, montre. ça? C'est où ça? Je l'ai pas vu, moi, ça, hein. Je suis pas très voiture, moi. Non, mais Mais c'est quoi? C'est c'est dans sur le tableau de bord.
Donc il est dans le Sur tableau le de tableau bord, de bord en projection, c'est en ça? projection, il est dedans, il sort du tableau de bord, il est là et il bouge et il va te parler et tu peux lui parler évidemment et tu lui parles en langage naturel, c'est un LLM en fait. Alors là, les gens disent tu connais rien au LLM et tu sais pas faire de LLM. Bon bah voilà. Donc ça c'est un LLM, c'est la première fois qu'on met un LLM dans les bagnoles, hein, donc on était les premiers. Et donc en plus de ça, donc il a cette petite bouille, il parle, il discute, il bouge et tu peux lui parler de la voiture évidemment. Donc Ouais. tu peux lui demander, parce que les voitures électriques, c'est différent des voitures thermiques, donc il va t'expliquer un peu les différences, voilà, donc tu vas avoir plein de trucs, voilà, il est là, tu vas le voir arriver, il est Là, dans j'ai sur vu dans l'écran, le là, coin. il va certainement arriver. Voilà, il est là sur la droite, normalement. Ouais, je Bref, l'ai vu là dans le coin. et Là. voilà, il est là. Il faut l'appeler, donc tu l'appelles dans Hey Reno, pouf, le machin, il arrive, et tu peux discuter avec lui, Ouais, et qui tu lui sont parles en bêtes, hein. langage Ah, là, naturel. là, voilà. Et voilà. Et donc, tu lui parles en langage naturel, tu vois, il t'aide. Donc, il t'explique la voiture, il connaît tout sur la voiture. D'accord. Donc, déjà, c'est le manuel, l'utilisateur aussi. Tu n'as pas à te faire chier à aller trouver dans le manuel le truc. Il va dire comment il faut que je change mes roues. Il va t'expliquer comment changer tes pneus, tu vois, machin. Et, C'est bien. et puis, tu peux aussi lui demander quand est-ce que Napoléon est mort. Tu peux toujours lui demander ça si tu veux. D'accord. Il va te répondre quand Et même. vous l'avez entraîné vous-même, le modèle, ou Alors, comment vous on avez a pris un truc existant? entraîné nous-mêmes sur les. On a fait du RAG, en fait, sur Ouais. le manuel de la voiture, d'accord? Parce qu'on voulait qu'il soit spécialiste de la voiture, donc il est vraiment spécialiste de la voiture. Et puis à côté, il y a des trucs qui sont faits pour que tu puisses poser des questions un peu plus généralistes à la ChatGPT. Et ça se passe dans le cloud. Ah, Euh, c'est d'accord. S'il est quand et, même connecté, ok. ouais. Et donc, oui, il est connecté. Et donc, il sait plein de trucs. Et il est marrant parce que, bon, il a un TTS qui est un TTS local, un text-to-speech Mhm. synthèse. Donc, la voix n'est pas extraordinaire. La prochaine version sera certainement mieux. Mais bon, voilà, il est drôle. Il est aussi proactif. Alors, il ne faut pas qu'il soit chiant non plus, mais donc il est réactif parce que tu peux l'appeler et lui poser des questions. Mais il est aussi proactif. Alors, par exemple, dans Paris, maintenant que c'est limité partout à 35, là, c'est chiant, tu vois. Mhm. Si tu roules un peu à 50 dans Paris, au bout d'un moment, il va te dire, fais gaffe, tu es à 50. Si tu veux que je te montre comment on met le régulateur de vitesse, dis-moi. Tu vois. Ah Donc, oui. ce genre de truc. Et il prévoit le truc à l'avance. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc il essaye de faire en sorte que tu aies pas une prune. Maintenant, on veut pas qu'il te répète ça, tu vois, en permanence et que tu en aies marre. Donc on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus discret possible dans ses suggestions. Mais voilà, et puis il a vocation à évoluer, évidemment, hein, donc il a un cerveau, il va évoluer un peu. Mais il y a des trucs super, par exemple, tu peux lui dire, il connaît les fonctions de la voiture aussi, donc tu peux commander la voiture. Alors, tu vas pas lui dire freine, hein, ça serait con. Ah ouais, ça, il faut Mais, peut-être guider, ouais. mais par contre, tu peux lui dire ouvre-moi la fenêtre. Et en fonction de la personne qui parle dans la voiture, il va ouvrir Ah, la il bonne. reconnaît. Ah, c'est pas mal. Elle ne reconnaît pas La la personne, segmentation. où il est. Non, non, il reconnaît la direction. Oui, oui. Et donc, du coup, si tu es ce conducteur, ça va ouvrir la fenêtre du conducteur. Et Si t'as tu mis lui dis combien de où micros? Alors, t'as mis micro à droite, à gauche, Ah, derrière, devant? exactement. Donc, tu vois, c'est rigolo. Et c'est franchement pas mal. Et on a d'ailleurs les premiers résultats, puisque c'était en décembre 2024 que c'est sorti la voiture, là. Et les premiers résultats sont assez bons, en fait, puisque 75% des gens qui utilisent un assistant adorent Rhino, quoi. Donc on est assez content. Moi, je l'appelle Rhino parce qu'au début, on avait fait un rhinocéros, mais bon, Ah, mais maintenant, il faut l'appeler Renault. Et donc, il ressemble ouais, à. il a le logo ouais, il a la tête du logo. Ouais, c'est Donc, sympa. voilà. Donc oui, donc c'est un exemple, si tu veux, de truc qu'on a fait et qui est. Et il y a d'autres choses que tu nous caches, que tu peux pas. Non, mais t'es pas obligé d'en parler, bien sûr, hein, tu Non, non, sais. mais on a fait d'autres trucs. Un truc qui est sorti en juin 2025. Attends, on est quoi là? Non, c'était en juin 2024. Euh, on a sorti une borne de recharge avec un autre groupe qui D'accord. s'appelle Software République. Donc, des projets qu'on a fait avec des startups et la Software République. On a sorti cette borne de recharge, qui est une borne de recharge qui est vendue, enfin, qui est donnée en quelque sorte avec la voiture, si tu as envie. Tu vois, si tu as un garage et que tu veux l'avoir, c'est une borne de charge pour les vrais gens. Et c'est une borne de charge, entre guillemets, intelligente. Bon, pourquoi elle est intelligente? Parce qu'elle va se charger seulement aux heures creuses et pas aux heures pleines. Donc, bon, c'est pas très compliqué, si tu veux, mais c'est sympa. Parce qu'en plus de ça, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que tu peux charger donc en heure creuse. Et si tu fais en heure pleine une machine à laver et que ta voiture est branchée sur la borne de recharge,
eh ben, ça va aller prendre l'électricité dans la voiture. Et donc ta machine, tu la fais en heure creuse, même si c'est des heures pleines, tu vois. Donc, enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. On a présenté un machin, c'était quand ça? C'était à Vivatech 2024 aussi. On a présenté un camion qui était un camion pour les déserts médicaux. You First, il s'appelle. You, comme un U, First, donc ONST. Et donc You First, c'était un camion qui est pour les déserts médicaux. Et là, on commence à avoir des gens qui sont intéressés, un peu plus qu'intéressés, mais là, je ne peux pas trop dire exactement ce qui se passe. Mais bon, il se passe des choses autour de You First. À Vivatech 2025, donc là, au mois de juin dernier, c'était au mois de mai d'ailleurs, cette année, je crois. Non, c'est l'année dernière que c'était au mois de mai. Au mois de juin cette année, on a présenté un truc qui est une 4L. Elle était toute rouge, magnifique, une 4L de pompier. Rêve de gosse, tu vois. Où le toit s'ouvre, il y a des drones qui sortent. Tu vois, c'est Terminator, tu vois. Et les drones vont aller explorer les endroits où la voiture peut pas aller pour voir s'il n'y a pas des feux, des machins. Alors, quand tu vois ce qui se passe en ce moment dans l'Aude et des machins comme ça, c'est quand même pas mal. Donc pareil, ça, maintenant, on va commencer à essayer de déployer ce machin-là pour que elle s'appelle, je me rappelle jamais du nom. Vision, c'est ça? Vision. Ouais, c'est ça. C'est la Renault 5, la Renault 4. Ouais, alors, ouais, c'est ça. Bah, tu vas la voir là. Voilà, c'est elle. Donc tu vois le toit qui s'ouvre et le drone qui sort. Et c'est c'est une moteur de pompier, hein. Voilà, donc elle est connectée, évidemment, bon, ça c'est marqué. Et puis bon, elle peut communiquer, elle devient le hub, si tu veux, du truc là. Et donc c'est basé sur une 4L. D'accord, donc la 4L qui, elle, sort aussi en ce moment. Mais là, elle est toute rouge, elle est toute belle, regarde comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc c'est assez marrant. Mais bon, voilà. Donc voilà, tu vois, bon, on fait des trucs pour les vrais gens, les vrais trucs. Et donc on sort. Et on a une productivité, en fait, assez énorme pour un petit groupe comme le mien. On a quand même, en fait, plein de trucs, quoi. En fait, c'est rigolo parce que, alors je vais dire un truc débile, hein, mais tu te rappelles de la pub c'était Nokia, je crois. C'était Connecting People. En fait, Ouais. t'es Connecting People, toi. C'est exactement ça. Et comme moi, ce que je dis toujours, c'est je fais, donc je travaille pour les vrais gens, mais je connecte donc les vrais gens avec la technologie. Et donc faire en sorte que la technologie soit le plus simple possible, en fait, pour qu'il n'y ait plus d'interface. Ouais. On parlait d'interface, Ouais. c'est La meilleure interface utilisateur, c'est celle pas qu'on ne voit d'interface. pas. Voilà. Et donc, effectivement, quand tu travailles la voix, quand tu travailles les gestes, quand tu travailles les machins comme ça, bah, c'est des trucs naturels, parce que tu n'as rien à apprendre. C'est ce que tu fais d'habitude. Et c'est ça qui m'intéresse, faire des objets qui soient capables donc d'être là. Et donc, quand je parle maintenant des objets connectés, parce que j'adore les objets connectés tout le temps, évidemment, parce que c'est ce que j'ai dans mes maisons, ben, ces objets connectés, quand ils commencent à faire des trucs de manière autonome, ben, que tu as contrôlé quelque part parce que tu veux bien qu'il les fasse, hein, c'est pas Terminator. Donc, bah, c'est super. Parce que ouais, j'ai une anecdote assez rigolote. Mes enfants sont nés dans cette maison connectée, hein, parce que je fais ça Mhm. depuis 99. Donc ça fait longtemps que je fais des D'accord. maisons connectées. Et ils sont nés dans cette maison connectée. Et les gamins, bah, ils avaient l'habitude que quand ils rentrent dans une pièce, dans les toilettes ou n'importe quoi, les lumières s'allument, évidemment. Mais quand ils ressortent, la lumière s'éteint. Tu Ils vois. sont venus en France, dans la ferme d'à côté, il y avait rien qui Non, marchait, c'est ils ça? vont chez leurs copains. Ils vont chez leurs copains, même dans la Silicon Valley. Tu Ah vois, oui, ils d'accord. dans les chiottes, ils savent pas qu'il faut appuyer sur le bouton. Tu vois, donc c'est bon, j'ai créé des monstres, si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais, t'as créé des hommes du futur. Voilà. Bah, c'est bien. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est que, alors je vais faire mon chauvin, donc, enfin pas mon chauvin de ma chaîne, on va dire. J'ai fait une vidéo il y a plus d'un an, hein, et je l'ai fait avec mes propres moyens, sans forcément étudier les trucs, avec mes propres idées, mes propres convictions, tu vois ce que je veux dire. Et il s'avère que la vidéo est assez proche de ton discours. Et je voudrais qu'on débunk rapidement la vidéo. On va peut-être pas toute la regarder, mais certains petits points qui sont importants. Euh, Parce que, je sais pas, je pense que malgré tout, il y a peut-être des choses à voir. Il y a peut-être, tu sais, quelques petites réflexions en plus à faire. Euh, Parce que, tu sais, le vrai problème, en fait, de tout ça, sans rentrer dans
Le vrai problème de tout ça, c'est qu'il y a une bataille entre les mecs qui disent ouais, ça va détruire le monde, et les mecs qui disent euh, bah, c'est des maths, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être un milieu entre ça, il y a peut-être un milieu, et malgré tout, la vidéo, c'était un peu ça, c'est que pour moi, de toute façon, on va voir, hein, de toute façon, le plus simple, c'est de le Ouais. regarder. Mais tiens, je peux commenter tout de suite un truc, Ouais. c'est que quand on dit ça, il y a un milieu. Évidemment qu'il y a un milieu, parce que comme tous les Bien sûr, outils, je peux utiliser à bon et à mauvais escient. c'est exactement ça. Donc, mais la vérité, et c'est ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que c'est nous qui décidons, c'est pas l'IA. Et donc, à partir du moment où je Mais décide, je suis complètement pour moi, d'accord. je peux décider de faire la connerie ou pas la connerie. Mais il faut que je sois éduqué aussi là-dessus, parce que je peux même pas faire exprès. Mais complètement, complètement. Enfin, t'as pas forcément vu, mais tu sais, je fais des lives, par exemple, tous les samedis soirs, où c'est un peu le live, tu sais, où on s'amuse, quoi. C'est-à-dire, on prend, enfin, je sais pas, on est parti, il y a même un mec là, un de mes abonnés, qui m'a dit, bon, comment on fait pour craquer des jeux? Tu parlais de craquer des jeux tout à l'heure. Il dit, bon, on va peut-être pas pouvoir craquer des jeux, mais du coup, en live, on a pris, tu sais, il y a des crack me, là, tu sais, et un assembleur, et hop, on a fait un crack me. Et puis, justement, pour rigoler, j'ai passé 2 heures à faire le crack me, donc, en assembleur, il était sympa en plus, parce que c'était que du push, tu sais. Il y avait que du push, en fait, dans le truc. Et il fallait comprendre, il fallait connaître l'histoire de pile, que le pile en un changement de pile, en fait, c'est un jump, enfin bon, bref, tous ces trucs-là. Et quand j'ai fini le truc, j'ai pris le code et j'ai dit, bon, on va voir ce que sait faire l'IA, et je l'ai mis dans... alors, j'ai essayé avec ChatGPT 3o, et j'ai essayé avec Gemini. Chaque GPT 3o, il lui a fallu 3 ou 4 essais avant qu'il y arrive. Alors que Gemini, Gemini est impressionnant pour ce type de truc. Tu lui donnes du code, il débunk le code, enfin, il te fait le truc, c'est hallucinant. Et il m'a donné la réponse tout de suite. J'ai dit, bon, ça, on n'a pas besoin de s'emmerder, quoi. Mais effectivement, mais c'est logique, en fait. C'est le code pour un LLM, c'est la même chose. Enfin, c'est LLM, hein, large langage modèle. Donc le code, c'est la même chose que le langage, en fait. Hein. C'est un des langages. C'est un langage que parmi d'autres, quoi. Bref, donc, juste pour dire... Donc, en plus, il est beaucoup plus structuré, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de coder. Et quand ils font l'entraînement, ils en mettent un petit peu, même s'ils ne vont pas l'utiliser, parce que ça permet de structurer, que l'autre, il arrête de dire des conneries. Bref. Donc, ça a été fait sous Unreal, donc c'est pas moi, c'est l'IA qui parle, mais c'est moi, avec ma voix à moi, et avec mon avatar à moi, et mon machin. Ça commence comme étant catastrophique, mais c'est normal. Ça a détruit le monde, après tout. Nous n'allons pas parler d'éthique, de philosophie ou d'impact sociétal ici, mais plutôt essayer d'expliquer comment cela fonctionne. Pourquoi, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas vraiment intelligent. Cela ne va pas détruire le monde. L'humain est meilleur que l'IA. Commentaire ? Bah ouais, écoute, c'est clair, hein. C'est pas Hollywood, si tu veux, donc l'IA n'a pas d'initiative tant qu'on ne lui la donne pas. Donc, c'est ça. C'est ça. Et même, je dirais, quand j'utilise de l'IA pour, par exemple, juste faire une image, chaque fois, c'est une image différente parce que il y a légèrement beaucoup d'aléatoires dans le merdier. Donc, on parle d'IA statistique, hein, dès qu'on parle de statistique. C'est ça. Dès qu'on parle de statistique, il y a de l'aléatoire. Ouais. Donc, bon, écoute, c'est clair, il faut juste démystifier le machin, il faut expliquer, réexpliquer, et puis débunker tous les gens qui veulent faire croire que ces IA sont magiques ou qu'elles ont une conscience, tous ces machins-là. Là. Non, mais la peur fait vendre. Ouais, mais non, c'est beaucoup plus sexy de dire l'IA va nous tuer que de dire l'IA, c'est des maths. C'est ça.
C'est ça. Donc, mais c'est dommage Alors, parce que là, c'est beaucoup d'autisme, hein, donc c'est embêtant quand même. attends, je vais couper le son pendant que, comme ça, parce que ça, c'est pas intéressant, c'est juste le truc. Euh, bon, on va pas forcément tout regarder, mais juste pour dire, là, j'explique quelque chose qui, je pense, est important. Euh, c'est quoi l'intelligence de l'IA, hein? Et expliquer pourquoi il faut arrêter de fantasmer et d'en avoir peur. Avant tout, il faut définir ce que signifie le « I » d'intelligence artificielle, l'intelligence. C'est troublant et surtout c'est trompeur. Il ne faut pas comprendre le mot intelligence ici comme l'intelligence humaine, mais plutôt comme le I de CIA, comme une capacité incroyable à collecter et analyser des données numériques pour prendre des décisions, faire des prédictions ou automatiser des processus, un peu comme un agent secret ultra performant dans le monde digital. C'est aussi une capacité à effectuer des tâches complexes, souvent mieux et plus rapidement que les humains, en s'appuyant sur des algorithmes et des modèles de données. Là, j'ai une question pour toi. Toi qui Mhm. as vécu une partie de ta vie aux États-Unis. Toujours, ouais. Comment Pardon? Toujours. Oui, enfin, t'es pas né aux États-Unis, mais une grande partie de ta vie aux États-Unis. J'habite toujours aux États-Unis, je veux dire. Ouais. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mot intelligence en français, ça veut dire intelligence. Ouais. En anglais, ça existe, mais ça veut dire autre chose. Justement, Ouais, ça il y veut a dire deux traitement de types de- données. Intelligence, ça veut dire aussi intelligence, smartness, d'accord. Donc, Ouais. et ça veut dire, comme tu le dis très bien là, le I d'intelligence, intelligence dans CIA, c'est information. C'est information. C'est l'information qui est collectée, enfin tu le dis, c'est exactement ce que tu dis, hein, qui est collectée par cette agence. Et donc, c'est basé, on fait des bases de données de Et plein t'as de même données. Intel, hein. Intel, Qui c'est est des pareil, hein. Intel, c'est un informations, piège à con, hein. C'est Intel, la société Intel, c'est la même chose. Ouais. c'est intelligent, mais en fait, ces traitements, tu vois. Ouais. Mais justement, ma question, c'est comment est-ce que aux États-Unis, par rapport à la France, hein, où l'intelligence c'est intelligence, comment ils le comprennent justement? Est-ce que justement Ils ils font comprennent. l'erreur ou est-ce que Ouais, ils font l'erreur parce que, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est plus sexy de faire des trucs de fantasmer sur quelque chose que de dire ce que c'est vraiment. Et donc, du coup, rapidement, très rapidement, on s'est mis à fantasmer sur le mot intelligence en utilisant l'intelligence humaine au lieu d'utiliser l'intelligence information. oui, ce qui n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir, mais c'est plus. Puis il y a eu donc l'imaginaire de Hollywood qui fait que effectivement ces machines deviennent intelligentes, autonomes, machin, et puis ça devient le film Terminator, le film Her, où ça prend des initiatives, machin, blablabla. Voilà. Bon, après c'est Hollywood, c'est la science-fiction. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, c'est beaucoup plus présent de parler d'intelligence comme le smartness que d'intelligence comme l'information. C'est comme ça, et c'est comme ça en fait depuis très longtemps, puisque déjà dès les années 60, on parlait d'intelligence artificielle comme de l'intelligence humaine, qu'on allait modéliser les cerveaux, machin, blabla. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, c'est l'erreur principale. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye justement de parler d'intelligence humaine alors que ça n'a rien d'humain. Alors ça n'a rien à voir, et c'est pour ça que c'était intéressant dans les années 80 de voir arriver un autre terme qui était 80-90, qui était le machine learning. Donc, où j'apprends en machine. Le machine learning, j'apprends en machine. Là, tu as plus la notion où tu vas donner des données aux machines pour leur apprendre à faire des trucs particuliers. Mais est-ce que D'accord? c'était pas... Alors attends, là, je te pose une question piège. Je te pose une question piège. Le machine learning, est-ce que le nom, il vient du fait que c'est ce que tu dis? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu il y a eu ce fameux désert de l'IA et du coup, on a voulu faire oublier le mot IA pour essayer de trouver un autre mot? Il y a un peu ça. Donc, effectivement, il y a eu l'hiver de l'IA. Donc, il y en a eu plusieurs des L'hiver, hivers oui. de l'IA. Surtout dans les années, justement, 80, 90, on était un peu dans l'hiver de l'IA à ce moment-là, parce qu'il C'est y ça, avait ouais. beaucoup que les Japonais qui travaillaient un peu sur ce qu'on appelait les ordinateurs de 5e génération à l'époque. Et donc, ouais, il fallait, comme c'était pas à la mode,
Tu vois, il fallait trouver un autre nom. Et c'est vrai que machine learning, c'était un bon nom. Mais bon, on a vite dit, comme les systèmes experts, comme le machine learning, comme le deep learning, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, on continue un petit peu. GPT. Le fameux. Pourtant, ces 3 lettres sont la clé du fonctionnement de notre révolution moderne. G pour generative, Révolution moderne, hein, P attention. Hein. pour pre-trained, T pour transformer, mais pour le dire en français, Ça, c'est il rigolo. faut le mettre dans l'autre sens. Transformateur, pré-entraîné, génératif. Ce n'est pas encore super clair, mais cela dit déjà plusieurs choses. Et en français, c'est encore mieux, on a l'élément le plus important en premier. Cette technologie est un pilier de la révolution IA, influençant diverses applications accessibles au grand public depuis quelques mois. C'est bien en français, on est mieux que les autres parce qu'on est dans le bon sens, tu vois. Alors, mon métier, c'est de faire des jeux vidéo hein, à la base. Hein, donc, Ça fait mais peur, quand hein, même, là. aussi, J'ai hein. peur, là. J'ai très peur. T'as eu très peur. Et pourtant, Ouais, regarde. Non, non et non. C'est pas... déjà, Ça n'a rien à voir avec le film pour le coup. Les Transformers, introduits par les chercheurs de Google en 2017, ne sont pas des robots géants, mais une révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle. Leur papier de recherche s'intitulait « Attention is all you need ». Et non, ça ne signifie pas « faites attention, il y a un danger », mais plutôt « l'attention, c'est tout ce dont vous avez besoin ». Alors, bon, obligatoirement, c'est quelque chose qui te dit quelque chose, hein, contrairement à ce que certains disent. Et comment tu l'as vécu, toi, cette arrivée des Transformers, justement? Qu'est-ce que ça t'a... Bah, tu vois, j'ai écrit un bouquin en 2019. Ouais. Et en 2019, je parlais déjà de ce truc qui arrivait. D'accord? J'ai jamais considéré que c'est une révolution, en fait. Hein. Pour moi, c'est une évolution un peu logique de ce qu'était le machine learning et le deep learning. C'est-à-dire que c'était plus de données. Et puis, il fallait faire des fenêtres de recherche, en quelque sorte, pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Et donc, ces transformers, ce qui était intéressant, c'est effectivement, ça donnait de nouvelles techniques qui permettaient d'aller chercher beaucoup plus rapidement les Ouais, de ne informations. pas considérer que les éléments, mais de considérer l'ensemble d'un coup. Voilà, et donc tu considères l'ensemble, et donc ça, dans ces gros ensembles, ça permettrait d'être beaucoup plus efficace. Donc j'en parlais un tout petit peu à l'époque, et puis évidemment, bon, c'est arrivé pour le grand public vraiment en juillet en fait 2022 et pas en novembre 2022, parce qu'en juillet 2022, on a commencé à avoir un truc bizarre qui s'appelait Midjourney. Midjourney, c'était le premier générative AI qui était IA générative, pardon, qui était public et on s'est posé des questions. Parce que c'est là où le gars, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire, un gars de Denver qui a gagné un concours de peinture. Ah oui, un truc faux, un fake, là, ouais. Voilà, c'est pas un fake, c'était généré. Non. Oui, enfin, il a fait croire que c'était lui qui l'avait fait. Même pas. Dès le début, il avait dit c'est généré par un nouvel outil, d'accord, qui s'appelle Midjourney. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé. Donc, et là, le mec, il a quand même expliqué, bon, il n'a jamais dit exactement le nombre de prompts qu'il avait dû faire pour pouvoir générer son image. Mais bon, c'était énorme, hein, il a super travaillé. Et puis après, il a retravaillé avec Photoshop, le machin. Donc, bon, il y avait de la créativité de sa part. D'accord, donc évidemment, parce que l'IA elle-même n'a rien créé, mais bon, ça c'est encore un autre truc. Bon, Mais bref, oui, donc ça, de toute façon, c'est vraiment elle fait lié. mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme l'IA. Je vais me fâcher contre les artistes. Mais en réalité, l'IA a appris des autres et elle reproduit quelque chose qui ressemble aux autres. Ouais, tu t'inspires et c'est OK. Elle C'est s'inspire. rare, mais ça arrive qu'il y ait des coupures complètes
et donc des coups de génie. Alors moi, je vais par exemple donner un coup de génie à Picasso, qui était un peintre, on va dire, normal, là, dans ses périodes bleues, rouges, je sais pas quoi. Oui, Et qui est puis tout devenu un d'un peu coup, cinglé il a après. tout cassé, et il s'est mis à faire des cubes et des machins, et c'était bizarre. D'accord? Mm. Une IA n'aurait jamais pu faire ça. Parce que les IA, avant, c'était pas cubique. Tu vois, enfin, il n'y avait pas de cube. Elle aurait jamais, si elle avait existé à ce moment-là, elle n'aurait jamais pu changer de paradigme, en quelque Ben, sorte. c'est Tu ça, vois. exactement. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, évidemment, là, aujourd'hui, je peux faire des cubes, et je peux demander de faire un truc à la Picasso, parce que ça existe déjà. Maintenant, s'il y a une nouvelle technique, un nouveau machin qui apparaît demain, qui est un génie de la peinture, un génie de l'art qui le crée, eh ben, ça sera nouveau, mais ce ne sera pas l'IA qui l'aura fait, ça sera un humain. Par contre, la révolution, et bon, c'est ce que j'explique là, sans forcément qu'on l'écoute, mais ça permet de parler en même temps, c'est effectivement les Transformers dans le sens, paradoxalement, de l'interface utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a permis de faire les Transformers, c'est de parler à la machine d'un certain côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Oui, l'interface utilisateur, tu vois. C'est... voilà, c'est ce que j'appelle, en fait, c'est la facilité d'utilisation, la prise en main de la C'est ça, truc, c'est ce ça. qui est extraordinaire, et donc ce qui est une révolution dans C'est ces ça, images narratives, c'est le prompt. c'est ça. Le fait que tu puisses s'adresser à cette IA d'une manière, avec le langage naturel, que ce soit parlé ou écrit. Et donc ça, c'est absolument Alors, extraordinaire, parce que là, c'est là, une révolution d'usage. exactement. Et là, ce que j'explique à cet endroit-là, tu sais, j'ai montré le chat, etc., et l'expliquer en français, en anglais. Après, je sais pas, c'est une légende, j'en sais rien. C'est un truc que j'ai entendu, mais je sais pas si c'est vrai, que dans l'équipe de ceux qui ont fait les Transformers, il y avait des Français, justement. Mais j'en sais rien, je suis pas sûr, hein, parce que j'ai regardé les noms, il n'y a pas forcément des Français. Et qu'il y a qu'il y a un mec qui a dit, ben, en français, par rapport aux Anglais, ben, il y a des trucs, des mots qui sont à l'envers, donc on peut pas les suivre dans l'ordre, comme en anglais, parce qu'ils sont à l'envers en français, par exemple. Et que du coup, ben, il faut peut-être penser plus général. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Je sais pas. Mais malgré tout, c'est ça, hein, les Transformers, c'est le fait de, tu vois, on l'a en anglais, là on l'a en français, et l'idée c'est de faire tout le truc. Alors ça, c'est de la traduction, mais malgré tout, alors là, tu vois, ben là j'ai fait de la vulgarisation. Ce que j'explique là n'est pas tout à fait la réalité. Je te parle d'espace Ouais, latent, ouais. Ah oui, qui n'existe pas t'expliques vraiment. un peu comment ça marche, quoi, et comment ça marche. Il faut parler de ces fenêtres de recherche, il faut parler de la complétion, il faut parler des choses Ah, comme mais c'est ça. tellement compliqué à expliquer les Transformers. Comment tu fais pour l'expliquer Attends, on explique tellement. autrement que par Ah, faire une vulgarisation? ouais. Et donc, je suis parti de la réalité, hein, parce que Google a fait ça au début pour de la traduction, en fait. Hein, et donc, ils ont eu leur espace un peu commun qui faisait que entre les deux langues, ils arrivaient à passer de l'un à l'autre sans se casser la tête, quoi. Tu vois. Et, et la vulgarisation, c'est ça. Le problème, c'est que comment tu fais pour expliquer des choses très compliquées pour que tout le monde le comprenne? Tu Ouais, vois, ouais, tu c'est... utilises des mots simples et tu fais des fois des raccourcis, ça Et arrive. des fois tu choques pour que ça se Tu vas retienne. choquer les puristes. Les puristes vont te dire: «Oh là là, tu as utilisé data au lieu de paramètres». Ah ouais, OK, d'accord. Je veux dire, à la fin, les paramètres, c'est des data, mais bon, OK, dans un modèle, on a les paramètres, et dans le truc, j'ai les data dans le bon, voilà, on s'en fout. Je veux dire, fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu essaies d'expliquer, c'est qu'il y en a beaucoup et que c'est gros, et C'est donc, ça, que ce soit le nombre de paramètres ou le nombre de données, c'est pas grave. Il y en a beaucoup de toute façon, les uns et les autres. c'est ça. Et justement, bon, je vais accélérer un tout petit peu, mais parce que bon, là, j'ai les transformers qui s'en vont, hein, donc c'est pour ça que j'accélère un tout petit peu. Bah, justement, le deuxième mot de GPT, dans le sens français, c'est entraînement. Donc les fameux paramètres, les fameuses data. Attention. Maintenant, penche. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, attention, ouais, bah, dis pas paramètres pour l'entraînement. Ah, les fameuses data qui font des paramètres. Et qui... Bon, Voilà, ok. exactement. Par le P de pre-trained, ou pré-entraîné en français. Avant même d'être mis à disposition Beau, du mes réseaux public, neuronaux, non? ChatGPT a été gorgé de connaissances. Il a Gorgé. été entraîné sur une quantité colossale de textes, apprenant ainsi le langage, ses nuances et une multitude d'informations générales. C'est un peu comme si ce programme avait lu une bibliothèque entière de livres, absorbant les différentes façons dont les mots et les phrases sont utilisés. Ce pré-entraînement forme la base solide sur laquelle ChatGPT construit ses réponses.
En plus de transformer le texte en token, un autre aspect fascinant de ChatGPT est sa capacité à naviguer dans une base de données multidimensionnelle immense. Chaque token est représenté dans un espace de plusieurs centaines, voire milliers de dimensions, permettant au modèle de saisir des nuances complexes et des relations subtiles entre les mots. C'est de la vulgarisation. C'est pas comme ça que ça marche, on est d'accord? Ouais, enfin, je suis pas loin. Si tu veux. La réalité, c'est que c'est à peu près comme ça que ça marche. Tu vois, donc bon, c'est pas la peine de s'emmerder non plus à aller expliquer des trucs qui sont inatteignables et on peut l'expliquer calmement. Donc bon, écoute, moi en tout cas, ça me choque pas, si tu veux, qu'on explique ça. Et si ça permet à des gens de comprendre que les trucs sont pas magiques, tu vois, c'est parce que quand tu vas utiliser des trucs compliqués, tu vas faire croire aussi quelque part que c'est magique et il n'y a que toi qui comprends. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi un peu se calmer. Quand on fait de la pédagogie, c'est pas la peine d'être super, tu vois, si tu es prix Nobel du machin, il faut que tu te mettes au niveau quand même des gens à qui tu vas expliquer ce que tu fais, quoi. Je dis pas qu'ils en font con, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas de la. Non, mais c'est compliqué. Comment tu fais pour expliquer des choses compliquées? Bon, là, je parle de la diffusion, enfin, je parle de la génération, et j'en profite pour montrer 10 secondes de la diffusion, tu vois. Mais bon, c'est pas important. On va avancer un tout petit peu. Là, on parle des fameuses données, quoi. Enfin, bon, c'est pas ça qui est le plus intéressant, à la limite. On va avancer un peu. Là, il y a un truc très important, je pense, qui est pas compris. Alors, tu vois, je me suis amusé, hein, j'ai pris plein de décors. T'as bien chargé la mule, là. Mais le truc important, c'est ça, là. Attends, tu vois, je vais te montrer. Pourquoi c'est Un peu important? comme essayer de suivre chaque goutte d'eau dans un torrent. Attends, je vais te remettre un tout Le petit peu en principe de arrière. base est compréhensible. Mais suivre précisément comment ChatGPT génère ses réponses est extrêmement complexe à cause de la quantité astronomique de calculs et de données impliquées. C'est un peu comme essayer de suivre chaque goutte d'eau dans un torrent. On comprend le flux général, mais suivre chaque goutte individuelle est une autre histoire. Cela montre la puissance incroyable de l'IA, tout en soulignant les limites de notre capacité à décortiquer chaque détail de son fonctionnement. Mais tu vois, ce qui est intéressant là, c'est que si vraiment on avait envie de l'expliquer, si vraiment on avait envie de Il suivre faudrait le le faire, mais il y en on a pour pourrait des le années, faire. quoi. Ça durerait des années, ou alors il faudrait une autre IA pour le Une autre faire. IA qui te sort le log, en fait. Tu sors Et tout le voilà, log de tous les calculs qui ont été qui faits. t'expliquerait comment le truc il est passé de là à là, machin, blabla. Donc c'est pas impossible. C'est pour ça qu'aussi il y a un autre truc qui me fatigue un peu, c'est l'inexplicabilité. Quand on dit toujours c'est Mais inexplicable, c'est cette magie là qui n'est pas vraie en fait. Il n'y a pas de magie. Tout est explicable si on a envie de l'expliquer. Les données que je prends, les algorithmes que j'utilise, enfin tous ces machins, je peux. Oui, c'est compliqué. Oui, il y en a beaucoup. Donc oui, c'est pratiquement impossible, mais c'est il possible. faudrait des années, parce que même pour un seul prompt, il faudrait beaucoup de temps, parce qu'il y a tellement de calculs. Ouais. En fait, surtout sur des gros modèles comme on a aujourd'hui, comme ChatGPT, justement. Tu prends des modèles peut-être open source avec 7 milliards de paramètres, déjà. Ce que tu fais tourner sur un PC. Hein. Même ça, si tu veux, c'est compliqué. Même hein. ça serait. Il faut que tu traverses faut que tu traverses peut-être pas tous les paramètres, mais malgré tout, il y en a 7 milliards, quoi. Donc il faut quand même les traverser, quoi, au niveau du calcul. Donc c'est pour ça que si tu veux, il faut aussi respirer un peu sur le machin là et dire bon, écoutez, c'est compliqué pratiquement, on va pas le faire, on va pas expliquer, on va faire confiance. Mais c'est là que tu te rends compte quand même que c'est un truc qui est statistique et donc peut-être que la confiance, il faut pas trop la donner quand même. On parle de statistiques. Fait-il pour deviner ce qu'il doit dire ou écrire? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Lorsque ChatGPT reçoit une entrée, comme une question ou un début de phrase, il utilise tout ce qu'il a appris pour deviner la suite la plus probable. C'est encore des maths, des probabilités. C'est un peu comme la fonction de prédiction de texte sur votre téléphone mobile. Vous savez, quand vous commencez à taper quelque chose et que le téléphone vous suggère le mot suivant,
Il se base sur les mots que vous tapez souvent et sur ce qu'il pense que vous allez dire ensuite. ChatGPT fait quelque chose de similaire, mais de manière beaucoup plus sophistiquée. Il ne se contente pas de regarder les quelques mots précédents, mais considère le contexte entier de ce que vous avez dit ou écrit. Il analyse les relations entre les mots, la structure de la phrase, et utilise cette compréhension pour deviner ce qui serait le plus logique ou naturel à dire ensuite. Il y a une partie après que je te garde en petite pépite, mais un petit commentaire là-dessus. Enfin bon, c'est la débilité enfin c'est le fonctionnement, quoi. C'est la partie de génération des mots les uns après les autres, quoi, qui existe depuis toujours. Hein. Rappelle-toi des téléphones, le T9, tu sais, la technologie qui date de. C'était insupportable, mais bon. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Non, rien à dire là-dessus. Non. Alors, il y a la suite qui est intéressante. C'est une estimation éclairée, pas un simple hasard, basée sur les énormes quantités de textes qu'il a analysés pendant son entraînement. Par contre, pour que les réponses ne soient pas toujours les mêmes, il y rajoute tout de même une petite notion de hasard dans la sélection des données et dans la façon dont il va générer le résultat. C'est cette fusion de composants qui fait de ChatGPT un outil si... Alors, le fameux hasard, le paradoxe, c'est ce qu'on appelle la créativité dans le cas du LLM. Ce qui est marrant, Ouais. hein. Alors, bon, c'est là où c'est pas pour moi de la créativité, parce que c'est quand même basé. Non, mais je même sais. si c'est du hasard, C'est pour ça que je te lance la pointe, hein, tu sais. c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette partie de random, en quelque sorte, de hasard, c'est effectivement, ça peut paraître être de la créativité, parce que c'est au hasard. Alors, il y a du hasard où tu fais n'importe quoi. Donc, bon, c'est la créativité. C'est les hallucinations, ce qu'on appelle les hallucinations aussi dans ces IA. Tu pourrais considérer que c'est créatif, parce qu'il hallucine quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est quand même quelque chose qui n'existe pas dans un contexte de quelque chose qui existe. L'exemple de ça, c'est l'exemple de cet avocat qui, en avril 2023, avait décidé de demander à ChatGPT de créer sa plaidoirie, de générer pardon, sa plaidoirie. Et donc, il a donné à ChatGPT un peu d'éléments pour la plaidoirie, et ChatGPT a effectivement généré une plaidoirie. Et il y avait la thèse, antithèse, machin, et puis il y avait des références. Mais il se trouve que toutes les références étaient fausses. Elles n'existaient pas. C'était halluciné. Alors, c'était créatif, parce qu'il il avait créé des références. Mais le truc, c'est que, en fait, c'était pas, évidemment pas bon du tout, parce qu'il fallait pas mettre n'importe quoi. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que quand tu te demandes de faire une plaidoirie, ChatGPT, par les modèles qui sont en référence, c'est qu'il doit y avoir des jurisprudences, des références dans le machin. Et donc, du coup, il va mettre des références, même s'il n'a strictement rien à voir avec le cas. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant parce que, en même temps, il va générer n'importe quoi, mais qui est dans le contexte de ce que tu lui demandes. Et du coup, bah, c'est normal qu'il le fasse. Donc, c'est de mais il va générer n'importe quoi en grande partie parce qu'il n'a pas été entraîné dessus. Parce qu'il n'a pas eu... Et que statistiquement parlant, la meilleure réponse, c'est pas forcément la réponse qu'il connaît, c'est une autre réponse. Ah bah ça, c'est pour ça qu'après, c'est les erreurs. Hein. Oui. Après, il y a les erreurs, et donc les erreurs, c'est parce que... non, mais l'hallucination aussi. L'hallucination aussi, c'est ça. L'hallucination, encore une fois, ça pourrait être assimilé à de la créativité si on le prend si on oublie que c'est dans un contexte particulier. Mais oui, il a besoin de générer quelque chose qui est dans ce contexte. Dans tous les cas. Ouais, mais alors attends, tu me dis si je me trompe, hein, parce que tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure que j'avais fait un truc à l'époque pour Intel qui était de la reconnaissance faciale. Mais quand tu fais de la reconnaissance faciale, paradoxalement, il te donne pas, je suis certain, contrairement à ce que tu vois dans les films, hein, je suis certain que cette personne c'est ça, machin. Il va te donner en gros un ordre de personnes qui sont le plus proches du truc. Mais si t'es pas dedans, il va quand même te donner un ordre, mais tu n'es pas forcément capable de savoir si c'est vrai ou pas, puisque il va te donner un ordre quand même.
Tout à Et fait. pour moi, c'est la même C'est chose, tu vois ce que je veux dire? le modèle. C'est pour ça que quand tu utilises ton iPhone et que tu fais un truc de reconnaissance faciale, il te demande de faire plusieurs fois tourner ta tête, machin et tout ça, parce qu'il faut le modèle effectivement pour lequel il va après se référencer le mieux possible. Mais c'est sûr que cette, comment, ça a un nom, ces statistiques-là qui te classent donc les différents, les différentes solutions, et ben, ouais, c'est comme ça que ça marche. Mais le 100 n'existe pas, Bah, dès que tu as de l'aléatoire, de toute façon, tu donnes ton destin au destin, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, est-ce que. Et je pense, tu sais, la peur, malgré tout, de l'IA, l'IA n'aura jamais de conscience. Après, on définit qu'est-ce qu'on veut avec la conscience. Mais la peur de l'IA, c'est cet aléatoire pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme elle fait n'importe quoi, à cause de l'aléatoire, elle peut partir dans toutes les directions. Elle peut faire des merdes. Hein. La preuve, moi, tu sais, je code, ça m'arrive de coder avec de l'IA, justement. C'est quoi, elle me fait chier, putain de Ouais, merde. ouais, non, elle peut faire des merdes, mais ce qu'il y a, c'est que c'est sûr que si tu y C'est pas laisses volontaire. beaucoup, C'est ça, c'est toi qui exactement. as décidé aussi de laisser faire beaucoup Et dans l'industrie normale, je parle pas de l'IA, tu sais, moi j'ai fait au début de ma formation, j'ai fait un BEP d'électrotechnique. J'ai commencé bas, moi. Hein. Okay. Mais BEP électrotechnique, c'est les machines et les moteurs, les machins. Et la première chose qu'on t'apprend, c'est que si le moteur il s'emballe, tu appuies sur le gros bouton rouge. Bah ouais. Et il va falloir qu'à un moment donné, on trouve des solutions pour que si le truc qu'on ne contrôle pas. Parce qu'en fait, c'est pas de l'IA un moteur. Mais il y a un fil qui peut se péter à l'intérieur, surtout sur les moteurs à courant continu. Hein, tu sais, c'est courant continu, c'est le rotor qui a le fil qui pète. Le moteur, c'est 1 sur 1 divisé par machin. Il n'y a pas de couple, mais la vitesse, elle est infinie. Donc le moteur, il fait. Et là, si tu n'appuies pas sur le bouton, tu fais péter le moteur. Et c'est Ouais, aléatoire. c'est sûr qu'on peut, enfin, il faut mettre ce bouton rouge dont tu parles aussi dans les IA. C'est pour ça que il y a un autre truc que je dis souvent, c'est il faut de toute façon avoir quelque part un régulateur. Donc avoir quelqu'un qui va réguler, qui va nous aider à réguler pour comprendre comment ça marche et pour comprendre quelles sont les limites de l'utilisation dans certains cas. C'est Et ça. donc la régulation est importante. Il faut faire attention de ne pas réguler à outrance non plus. Donc, Oui, bah oui. Non, mais de toute façon, c'est juste avoir des systèmes de sécurité. Alors, là, j'ai sauté cette partie-là parce qu'elle n'est pas ouais, forcément intéressante, mais celle-là est intéressante. je ne te cache pas qu'il faut que j'aille très bientôt là. Donc, Ouais, on arrive à la fin, je pense, du truc, t'inquiète pas. Mais cette partie-là est intéressante, presque philosophiquement, pour le coup. C'est que, bon, tu as sûrement joué à ces jeux. Tu me parlais de Commodore 64. Ça te parle, ces jeux? jouer, C'est des jeux d'aventure. je les ai vus, mais jouer, je sais pas. Ouais, bon. C'est des jeux d'aventure textuels. Tu sais que tu allais dans le temps où c'était des jeux d'aventure, tu Comme disais va à droite, va à gauche, va Wolfenstein. nord, sud. Hein? Ouais. Comme Castle Wolfenstein. C'était un jeu textuel Ouais, aussi. ou comme il y a eu The Hobbit, enfin il y en avait plein, tu sais. Un paquet. Et moi, un de mes jeux de l'époque qui est même peut-être encore aujourd'hui mon jeu favori. Désolé, on est une chaîne de jeux vidéo, mais c'était Eureka, c'était fascinant. Et en fait, à l'époque, c'était ChatGPT quoi. À l'époque, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu disais va à droite, va à gauche, fais ci, fais ça, prends l'objet, bois-le. Mais c'était à comparer de ChatGPT, c'était une grosse merde. Hein. C'était qu'une analyse lexicale toute bête. Mais tu étais fasciné et tu avais l'impression que tu avais l'univers devant toi. Et ça, je pense que ça fait partie du problème, en fait. C'est que, en fait, on se rend pas forcément compte de ce qu'il y a comme intelligence derrière, mais comme tu as l'impression que tu as l'univers devant toi. Ouais, mais tu projettes une volonté aussi, si tu veux. C'est pour ça que on a fait une erreur, nous, quand on a fait Siri à un moment donné. L'erreur, c'était de trop anthropomorphiser le truc, et donc à le rendre trop humain, tu vois. Et quelque part, c'est une erreur parce qu'il faut à un moment donné mettre les limites. Et dire non les gars, c'est pas un humain, c'est loin d'être un humain. C'est pour ça que depuis et là aujourd'hui dans ces IA, il faut faire super attention. On voit tous les problèmes qu'il y a de suicide, machin, de gens qui C'est ça.
jeunes C'est qui de ça dont prennent je parle. ça comme argent comptant, bah, il faut juste leur expliquer que c'est pas des humains et qu'il faut pas forcément faire confiance machin. Si tant est aussi que tu fasses confiance à des humains, ça c'est encore un autre problème. On est d'accord. Alors, bon, là, je vais passer un petit peu, c'est pas important. La partie... Il y a cette partie-là qui est intéressante. Juste cette partie-là. Sont en train de nous transformer. Attends. Qui aurait cru? Imaginez le potentiel futur. Ces technologies pourraient un jour créer non seulement des images fixes, mais aussi animer des mondes entiers en 3 dimensions ou composer des bandes sonores complexes. Nous C'est déjà le sommes cas. au seuil d'une Quand je l'ai fait, ère c'est déjà où notre passé, quoi. créativité est amplifiée par l'intelligence artificielle, transformant nos idées les plus folles en réalité visuelle et sonore. Et pour donner sur une note un peu plus légère, les Transformers sont en train de nous transformer. Qui aurait cru qu'un jour, nos paroles et nos pensées pourraient prendre vie sous tant de formes différentes, transformées par l'intelligence artificielle? Alors, la partie qui était intéressante, c'était juste là. Attends. Celle-là. Conscience. Et, personnellement, je doute qu'elles en acquièrent. En réfléchissant à l'impact monumental des Transformers et de l'IA en général, il est crucial de garder à l'esprit que, malgré leur avancée spectaculaire, ces technologies restent des outils. Elles n'ont pas de conscience et, personnellement, je doute qu'elles en acquièrent un jour. Mais comme l'a suggéré Rabelais, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. nous rappelant ainsi que l'IA, en tant que produit de la science, reflète inévitablement les intentions et les valeurs de ceux qui la développent et l'utilisent, soulignant notre responsabilité collective dans son utilisation éthique et consciente pour le bien de l'humanité. Un aspect souvent sous-estimé mais fondamental des modèles d'IA est la qualité et la provenance de leurs données d'entraînement. Ces données déterminent la précision et l'éthique des réponses de l'IA et leur gestion responsable est cruciale pour éviter les biais et respecter la vie privée et les droits d'auteur. L'IA, dans toute sa splendeur... Pardon. Je veux juste, tu vois, là, c'est un peu idéalisé l'IA en disant qu'il faut faire en sorte de prendre des données qui n'aient pas de biais. Parce que de toute façon, avec le nombre de données qui sont utilisées pour créer les modèles, de toute façon, il y aura des biais. Donc moi, là, je milite depuis... C'est quoi un biais en plus? Tu sais, c'est quoi un biais en plus? Parce qu'il y en a qui vont penser vert, d'autres qui vont penser rouge. Non. Donc c'est pour ça que de toute façon, ça sera biaisé, pour les uns ou pour les autres. Et c'est pour ça que moi, je dis, depuis un petit moment maintenant, qu'il faut assumer le biais. Et il faut dire, on crée exprès des IA biaisées. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les IA, il faut être clair, elles penchent du côté américain. Hein, donc, elles répondent comme un bon petit écolier américain, elles ont bien un truc. Et ça, si tu veux, culturellement, bah, ça planifie, je ne sais pas comment dire, ça aplanit le monde, en quelque sorte. Mais tu sais, je vais aller dans ton sens en te racontant une petite histoire. Tu sais, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils ont demandé aux Français qu'est-ce que vous voulez en échange. Enfin, les Français ont demandé aux Américains qu'est-ce que vous voulez en échange de tout l'argent que vous nous avez donné, tu sais, par Marshall, etc. Et en gros, les Américains, ils ont dit, bah, juste regardez nos films. Buvez du coca. Ouais. Donc, si tu veux, ça devient un truc fade. Tout plat, quoi. Ouais. Quand je dis qu'il faut assumer le biais, tu vois, je voudrais qu'il y ait des IA qui soient culturellement françaises, des IA qui soient culturellement africaines, culturellement sud-est. Et qui ne soient pas forcément tout le temps bloqués sur les mêmes problématiques, voilà. Tu sais, comment on appelle ça, puritanisme américain. Et donc, c'est pour ça que, si tu veux, quand tu vas biaiser ça, tu dis, bah, ok, on biaise le machin, c'est ok. Et le truc, au lieu de répondre, quand tu vas demander qui a inventé l'aviation, au lieu de répondre des frères Wright, ça me répondra Clément Ader. Alors là, pour le coup, j'ai tort, mais tu vas le voir, pour le coup, parce que je l'ai demandé à ChatGPT quand j'ai fait le truc, donc effectivement, c'est ce qu'il m'a répondu. Tu vois, comme quoi. Mais là, cette partie-là est importante, puisque c'est ce que tu parles avec les outils.
Et ça rajoute une dimension supplémentaire. Hein, L'ordre générative peut surpasser l'humain dans certains domaines, tout comme une pelle mécanique creuse plus efficacement que plusieurs personnes. Mais elle ne peut remplacer l'essence humaine, ni agir de sa propre volonté. Cela nous rappelle un autre... C'est un outil qui est 10 fois plus puissant que nous sur certains domaines. Par définition de l'outil, il est utile. Par définition de l'outil. Et donc, il est meilleur que moi, dans un domaine particulier. Sinon, tu n'aurais pas d'outil. Sinon, j'ai pas besoin de l'outil. Donc voilà, ça dit tout. Hein. Et cet outil est intéressant. Et cet outil est potentiellement dangereux. Mais cet outil, c'est moi qui tiens le manche. C'est pour ça que j'aime bien parler du marteau. D'accord ? Parce que le marteau, je peux l'utiliser pour planter le clou, ça marche super bien. Je peux l'utiliser pour planter des vis, c'est idiot. D'accord ? Je peux l'utiliser pour taper sur la tête. C'est pas bien. Donc, mais à la fin, comme c'est moi qui tiens le manche, c'est quand même moi qui décide. Ah, tu vois, bon, pour le coup, j'ai les Fahrenheit, ok. Mais c'est parce qu'effectivement, je me suis aidé de ChatGPT pour construire le script. Donc, ben voilà, tu vois, comme quoi, à l'époque, au moins, du moins, hein, à l'époque. Parce qu'en fait, c'est intéressant. Tu sais, pour moi, j'ai une réflexion sur les agents. Je vais remettre après et on a presque fini. J'ai une réflexion sur les agents. Pour moi, les agents, c'est un peu l'aveu d'échec des LLM. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les LLM et en théorie, ils sont de mieux en mieux parce qu'ils les corrigent. Tu sais, tu parles des trucs d'erreurs, comme quoi ils font des erreurs. Ben oui, ils font des erreurs. C'est par définition, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, il y a du random, donc il y a de l'erreur. Pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, alors on rajoute des agents qui revérifient qu'il a fait une erreur ou qu'il n'a pas fait une erreur. Donc il en fait de moins en moins, dans l'absolu. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'en fait, on remet des agents qui revérifient que le truc qui a été dit, il est comme ça. Alors, c'est des agents qui sont des fois internes, parce qu'en fait, tu sais, il y a les multi-LLM maintenant. Ils sélectionnent le LLM en fonction de la réponse, et ils font des LLM qui sont super entraînés sur un truc particulier, qui fait qu'il n'est pas trop gros pour pas trop se perdre. Et du coup, ben, ils sélectionnent le modèle en fonction de ça. Donc, ben oui, en fait, donc en fait, en gros, ben, les LLM, pour moi, ils sont morts, en fait. On est sur des... Bah, écoute, pour moi aussi, ils sont morts non seulement parce que bon, ils font des erreurs, machin, on en a parlé, mais ils sont morts aussi à cause de leur impact écologique. Je veux dire, il faut être clair que plus c'est gros, Alors, plus c'est mauvais. là, on va pas être complètement d'accord pour tout un tas de raisons, mais surtout parce qu'en fait, il y a des... Non, mais ça, là, on va pas être tout à fait d'accord. Je vais dire pourquoi. Mais on a le droit. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait de l'IA en utilisant des GPU. Donc oui, là, on est d'accord. C'est monstrueux en termes de consommation, parce que, ben, en gros, on fait de l'émulation d'un réseau neuronal en code. Après, tu as les NPU, donc c'est un peu mieux, parce que les NPU, si tu prends des portes logiques, tu fais tes calculs, t'as pas forcément un truc super compliqué, mais tu es un peu fermé, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas le faire évoluer. Moins flexible, oui. Tu es moins flexible. Et après, tu as les NPU, les nouveaux qui sont en train d'arriver, je sais pas si tu as vu ça. Il y a les nouveaux qui sont en train d'arriver qui sont complètement analogiques. 2 watts. C'est pour ça que je te dis, je suis pas d'accord. Ouais, ben on va voir qu'ils arrivent, on va voir comment ils vont être flexibles, on va voir comment on va pouvoir Ils faire seront pas évoluer. flexibles, hein, ils seront pas flexibles, mais là-dessus, tu as besoin que d'inférence. Donc, de toute façon, on sait ce que c'est. Donc, Ouais, mais l'inférence, c'est un peu mieux que le training, d'accord? Mais le problème, c'est que le training, bon, on a besoin d'énormément Oui. Dans les GPU, on a besoin de beaucoup de data, machin, tout ça. Bon, on sait que ça dure des mois aussi pour créer un modèle. Donc, bon, l'inférence, la création de modèle, c'est quelque chose. L'inférence, le problème, c'est que comme on revient au fait que ces IA sont hyper faciles à utiliser, eh ben, il y a plein de gens qui les utilisent, et donc il y a plein d'inférences, d'accord? Il y a plein d'instances d'inférence. Et donc, du coup, la quantité d'inférences qui sont demandées, ben, en fait, tue le fait que les inférences elles-mêmes utilisent moins d'électricité, parce que tu en as beaucoup, beaucoup plus qui arrivent. Donc, c'est compliqué comme histoire. Hein. Mais la bonne chose avec les agents, si tu les utilises pas comme des correcteurs, mais si tu les utilises comme spécialistes, l'agent, par définition, est plus petit, plus frugal, non seulement pour sa conception, mais aussi pour l'inférence. Donc, bon. Ah bon, de toute façon, on va pas forcément regarder la fin de la vidéo, c'est pas intéressant, mais on a vu les points que je pense qui étaient intéressants à voir.
Bon, il y a peut-être il y a peut-être ça, attends. Il y a peut-être juste cette petite phrase, là, qui est Ah rigolote. ouais, il faut vraiment que j'aille, moi. Hein. Ouais, on a fini, de toute façon. Je suis On a très fini. retardé. Ah, attends, j'ai coupé Mais le comme son. l'a dit Antoine Lavoisier, Rien ne se perd, tout se transforme. l'IA est un outil, un moyen, pas une fin en soi. Les portraitistes ont dû se réinventer avec l'avènement de la photographie, ce qui a créé d'innombrables nouvelles formes d'art graphique, et aujourd'hui, chacun porte un appareil photo dans sa poche. Ouais, on évolue. Tu sais, il y a d'autres choses. On parle souvent du fait que ça va éliminer les emplois, machin. Alors, le truc qui m'amuse déjà dans cette histoire-là, c'est que exactement les mêmes gens qui ont dit dans les années 2000, oh là là, Internet va supprimer 30 millions d'emplois. Aujourd'hui, ils disent, oh là là, l'IA va supprimer 30 millions d'emplois. Bon, donc c'est les mêmes. C'est les gens qui C'est font la les même budgets chose. immobiliers. Je suis d'accord. C'est le truc, on n'en sait rien. Et Et puis, on est c'est pas assez vieux pour le savoir, puisqu'on s'en rappelle, contrairement à d'autres. tourne et qui regarde l'histoire et donc qui se calme un peu. Mais le truc qui est marrant sur l'histoire des emplois, là, c'est que, un peu comme on dit, comme vient de dire maintenant, c'est que il y a en fait des évolutions des tâches. Ça, c'est sûr, parce que je vais avoir des tâches que je vais plus avoir besoin de faire parce que les IA vont faire des trucs à ma place, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres tâches qui sont créées. La tâche de l'apprentissage de l'outil est une nouvelle tâche. D'accord. Et puis, il y a aussi des nouveaux métiers qui sont créés. Enfin, il y a plein de trucs. Et il suffit, encore une fois, de regarder l'histoire et de se retourner et de regarder ce que disait Schumpeter en 1905, à peu près, tu vois, en analysant ce qui s'est passé avec la révolution industrielle, la vraie. À la fin, Les points. il n'y a pas de. À la fin, il n'y a pas de comment d'élimination des emplois. C'est ce qu'il Non, appelle c'est la une réorganisation. destruction créatrice, il appelle ça. Mmh. D'accord. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a même une évolution dans le bon sens du nombre d'emplois ou du nombre de tâches qui sont à faire. Donc, bon, il faut respirer un peu là-dessus. Alors, je dis pas qu'il y a des gens qui vont pas être affectés et que s'ils Ah, n'utilisent pas l'outil, ils sont pas dans la merde. Ça, c'est sûr que si tu n'utilises pas Et l'outil, il y a une bonne tu sais, chance quand on que parle d'intelligence collective, c'est ça aussi, hein, c'est qu'en fait, effectivement, il y a tu au niveau de la personne, il y en a qui vont être affectés, mais au niveau global, Voilà. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut que cette intelligence collective amène ceux qui sont peut-être pas prêts à de l'apprentissage pour qu'ils soient plus prêts à utiliser ces outils-là. Voilà. Bon, écoute, de voilà. toute façon, ça c'est de la philosophie après. Hein. Mais Ouais, et la on est réalité, c'est d'accord. qu'il faut quand même regarder un peu l'histoire, et que ce soit sur la gentique, que ce soit sur les différentes notions des IA des emplois ou n'importe quoi. Je veux dire, il faut toujours regarder un peu derrière pour voir ce qui s'est passé déjà, au lieu d'essayer de juger ce qui va se passer demain. Je pense que c'est une bonne conclusion. Écoute, merci Luc. On va rester en contact si ça ne te dérange pas, parce que Bien je sûr. pense qu'on a des choses à échanger sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère qu'on n'a pas Ouais, eu, parce qu'on a eu à un moment donné un petit problème d'enregistrement, donc j'espère que ouais, l'enregistrement, on va l'avoir, parce que sinon on est dans la j'espère. merde. Ouais. Tu me diras. Mais écoute, dans tous les cas, merci. Et puis, écoute, bon courage, bonne continuation par rapport à. Tu repars quand aux États-Unis là? Bon, je sais pas, je vais repartir bientôt. D'accord.